Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui au milieu de mes cuves de fermentation? Dans seulement 4 mois, nous serons entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Jusque-là, nous allons à coup sûr devoir assister à un hallucinant spectacle de comédiens qui vont exceller dans leur discipline. La pièce, on la connaît par cœur. Les belles paroles, les promesses à l'appel et les surenchères de propositions délirantes. Et bien sûr, un peu de suspense, avec les coups bas, les trahisons, les revirements et les ralliements. Ah, du talent, ils en ont, nos politiciens. On ne peut pas leur enlever ça, c'est certain. Sauf qu'en face de cette série télé qui nous abreuve tous les 5 ans, une mauvaise odeur de brûlé commence à monter. Vous la sentez pas, vous, cette odeur? Cette odeur de la planète qui crame? Cette odeur des hôpitaux qui ne soignent plus? De l'école qui ne forme plus? Des retraites qui disparaissent? Et en même temps, d'ailleurs, en même temps que les revenus fiscaux des milliardaires. Des clivages qui explosent. Des divisions et des tensions qui montent. Et l'égoïsme avec. Etc., etc., etc. La liste est un petit peu trop longue. Et pendant ce temps, tout va bien au pays des puissants qui tiennent les manettes. Les profits ruissellent comme jamais dans un monde qu'ils ont dessiné avec détermination, mais avec seulement une seule couleur, celle de leurs grands intérêts. Mais tout ça ne peut plus durer. La situation est bien trop bancale pour qu'elle puisse tenir encore très longtemps. Alors, pour ne pas connaître des jours mauvais, il existe une solution apaisée et terriblement efficace qui va bientôt se présenter à nous. Elle n'est pas magique, ce n'est pas encore des belles promesses, et encore moins l'arrivée d'un homme providentiel qui apparaîtrait sur du papier glacé. Notre solution est beaucoup plus simple et beaucoup plus pragmatique. Elle correspond à la modification d'une petite phrase de la Constitution. C'est un article transformé en verrou qui a été savamment intégré dans le texte le plus important de notre société. Il permet aux puissants de nous tenir bien à l'écart de leur petite tambouille. Ils peuvent aussi dangereusement s'amuser avec nos vies et notre planète sans devoir rendre le moindre compte. En changeant ce fichu article, nous aurons enfin un droit de regard sur nos élus, que l'on nomme aussi nos représentants. Ah, la blague! La belle blague, pardon. S'ils nous représentaient vraiment, nous n'en serions certainement pas là où nous en sommes aujourd'hui. Donc avant de nous pencher ensemble sur tous les problèmes de notre pays, commençons par le plus important, celui de pouvoir choisir notre direction tout en contrôlant ceux qui nous obligent à suivre la leur. Cette solution, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ce n'est pas nouveau, bien des pays l'utilisent, comme la Suisse, depuis déjà très longtemps. Il est même souhaité par 75% des Français. Alors soyons 75% pour voter pour lui. Quelle que soit notre couleur, notre religion, notre politique ou nos revenus, nous avons tous à y gagner. Ok pour la mesure, mais alors on vote pour qui dans tout ça? La solution est simple. On s'appuie sur le classement de Label RIC. C'est une association sérieuse qui travaille dur pour décortiquer les programmes de tous les candidats et qui ensuite leur donne une note en fonction de leur volonté à inscrire ce RIC dans la Constitution. Il nous suffit donc de voter pour celle ou celui qui aura la meilleure note chez Label RIC et qui fera ainsi le plus confiance à son peuple en s'engageant à instaurer les meilleurs des RIC, celui du seul intérêt général. Aujourd'hui, cette personne s'appelle Clara Egger. Vous ne la connaissez pas? C'est normal, elle n'est jamais invitée sur les plateaux télé.
Et croyez bien que les médias qui appartiennent aux puissants ne vont certainement pas nous en faire des éloges. Ils craignent trop pour leur intérêt. Souhaitons que nos maires, transformés aussi en verrou de la démocratie, ne soient pas eux aussi un rempart à notre démocratie. Pour les médias mainstream, nous pouvons faire sans eux. Ils ont des millions, mais nous sommes des millions. Pour cela, nous devons nous unir et voter pour reprendre le contrôle de nos existences. Et cette fois pour de vrai et pour du bien. C'est ce que nous vous proposons avec notre élan citoyen 24avril.fr. Il permettra d'informer, de réveiller, de fédérer pour que la voix du peuple se fasse enfin entendre. Le 24 avril 2022 sera le jour du second tour de la libération. Pour cela, nous devons tous nous mobiliser. Que vous ayez un bonnet rouge ou un gilet jaune, que vous passiez vos nuits debout ou que vous vouliez tout simplement un vrai changement dans la paix, alors rejoignez-nous ou rejoignez tous ceux qui parlent du RIC. Je laisse désormais la parole à Madame Clara Egger, qui va nous présenter ce fameux RIC en la remerciant d'avoir répondu présente à notre invitation. Écoutez bien, ce qu'elle va nous dire est vraiment très intéressant, même si elle ne passe pas encore à la télé. Merci de votre attention. Ça marche. Bon, bah, merci Laurent, merci à tous et à toutes d'être venus. Vous m'entendez bien? Ou c'est pas... Vous me dites s'il faut donner de la voix. Et puis tu m'as fait une belle entrée en matière, j'aurais pas dit mieux. Je voulais être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un mouvement, celui qu'un peu Laurent a esquissé, que je représente, qui s'appelle Espoir RIC, mais vous avez dans la salle plusieurs membres de ce mouvement, et qui est en fait un mouvement qui s'est créé il y a 1 an. Donc on fête nos 1 an. En y réfléchissant, je me suis dit, tiens, décembre dernier, voilà, ça fait 1 an qu'on a décidé d'essayer de porter quelque chose de radicalement nouveau à la présidentielle de 2022. Alors vous allez me dire, c'est un peu suicidaire, parce qu'une présidentielle, c'est aussi une élection, c'est peut-être une des élections qui est les plus verrouillées dans le pays. Elle est 500 signatures de maires, c'est difficile. Et pourtant, on s'est un peu lancé envers et contre tout, parce qu'on partait d'un constat que Laurent a vraiment bien exposé, qui est le fait que ce qu'on a en commun en tant que citoyen, c'est de subir au quotidien. Subir des décisions auxquelles on n'a pas participé. Alors on l'a vécu très fortement pendant la crise sanitaire, mais on le vit encore aujourd'hui. D'ailleurs, on a très peu de pouvoir, outre celui, entre 2 élections, d'élire quelqu'un. Alors j'entends souvent dire le moins pire. Moi aussi, j'ai voté pour le moins pire, jusqu'à ce que j'arrête de voter, en me disant que voter pour le moins pire, c'est pas nécessairement satisfaisant. Et l'idée, c'était de dire, voilà, mettons-nous ensemble pour essayer de mettre la pression aux élections qui arrivent et porter quelque chose de nouveau. Alors vous me direz comment vous avez fait. Donc Espoir RIC, c'est un mouvement citoyen, on n'est pas un parti politique, on n'est même pas une association déclarée en préfecture. C'est vraiment un groupement de personnes qui se sont dit, il y en a assez en fait. Puisqu'on n'entend pas ce que souhaitent les citoyens, et je crois que Laurent, le chiffre, il parle de lui-même. 75% des citoyens voudraient avoir le pouvoir d'écrire la loi directement. Et il n'y a que seulement 10% des élus au niveau national qui relayent cette mesure, qui la prennent au sérieux. Ça veut bien dire que notre système politique, il a un problème, il y a un décalage très fort entre ce que nous, citoyens, nous souhaitons et ce que les élus vraiment défendent et sur quoi ils se mouillent à l'Assemblée particulièrement. Donc on s'est mis ensemble et puis on s'est dit on va essayer de porter un projet qui est un projet non seulement crédible. Alors j'entends beaucoup dire ouais vous avez une candidature de témoignage. Vous savez quand on veut dézinguer un projet politique alternatif, on dit c'est une candidature de témoignage. C'est joli, vous êtes là, vous savez pas trop pourquoi vous êtes là, mais c'est bien, vous faites témoignage. Donc nous l'idée c'était d'avoir un projet qui est très crédible pour aussi éduquer nos élus et nos médias et dire en fait la démocratie, on pourrait la vivre en France. Les freins, ils ne sont pas techniques, ils sont politiques. En fait, on a des élus qui n'ont pas envie que les citoyens cessent de subir, qui n'ont pas envie que les citoyens aient vraiment le pouvoir de contrôler leur système politique. Si on avait
les outils existent, on pourrait le mettre en place, c'est vraiment que des freins politiques. Donc on est descendu un peu dans l'arène et je vois plusieurs membres d'Espoiric, on a tous une profession par ailleurs, on fait notre métier au quotidien, on donne du temps bénévolement pour porter ce projet-là. Parce qu'en fait on est parti du constat de dire si on ne le fait pas, personne ne le fera. C'est-à-dire qu'il y en a marre d'attendre des partis politiques qui entendent que les citoyens veulent avoir plus de pouvoir. Visiblement, ce n'est pas quelque chose qui entre dans leur radar puisque comme ils gagnent dans le système actuel, ça leur convient plutôt bien, il ne faut pas se leurrer, les règles du jeu telles qu'elles sont, c'est ceux qui les subissent en fait, pour lesquels elles sont les plus insupportables. Donc on s'est mis ensemble et puis on a défini un projet, alors vous me direz si vous êtes convaincus ou pas, hein, je prends les questions et les critiques, qui a 2 piliers fondamentaux. Donc le premier, c'est ce dont parlait Laurent. C'est une idée très simple mais très radicale, ce qu'on appelle le référendum d'initiative citoyenne, constituant. C'est l'idée que vous et moi, chaque citoyen, on ait le pouvoir en tout temps, quand on en a envie, d'écrire des modifications constitutionnelles. Alors vous savez, la Constitution, c'est le texte de loi dans notre pays. Souvent, les lois, on les montre sous la forme d'une pyramide. Et tout en haut de la pyramide, il y a la Constitution. C'est ce qui nous protège d'interférences étrangères, hein, aussi, par exemple, des traités européens. C'est les lois les plus importantes de notre pays, celles qui organisent comment la politique se met en place, comment le système politique fonctionne, quels sont les privilèges des élus, quels droits ils ont, quels droits ont les citoyens. Et l'idée, c'est simplement que vous et moi, on puisse demain écrire, proposer des changements dans cette Constitution. Donc je suis sûre que vous avez plein d'idées sur ce qu'on pourrait changer, mais ça peut être, par exemple, on est là dans un territoire rural, mais ça pourrait être d'inscrire dans la Constitution la protection de l'agriculture paysanne face à une compétition internationale qui est de plus en plus forte. Ça pourrait être édicter des grands principes qui forment l'éducation de nos enfants et qu'on puisse aussi l'écrire dans la Constitution, qu'on souhaite que, par exemple, je sais pas, les programmes scolaires portent sur la question de l'éducation aux médias. Je donne des idées comme ça, telles qu'elles sont. Ou ça peut être, et je pense au mouvement des Gilets jaunes au début, que quand on met en place une taxe, une nouvelle taxe, il y ait référendum obligatoirement, c'est-à-dire qu'on fasse voter l'ensemble des citoyens à partir du moment où cette taxe, elle impacte à tel pourcentage, je sais pas, les revenus. Donc la Constitution, c'est vraiment ce qu'on décide d'en faire. C'est le texte qui protège les citoyens des dérives un peu autoritaires des élus, parce qu'on a les élus, et à partir du moment où on a le pouvoir, il y a toujours cette tendance d'en abuser. Et la Constitution, c'est ce qui nous protège. Donc c'est cette idée-là que chaque citoyen puisse écrire des modifications et les soumettre à votation. C'est-à-dire qu'on ait la possibilité que des propositions émergent des citoyens et qu'à partir du moment où elles récoltent le soutien de 700 000 élus, elles soient soumises à référendum. Donc que le processus, il parte des citoyens et il finisse par les citoyens. Vous voyez qu'à aucun moment, le projet il puisse être interrompu par un élu qui dit « Ah non, la proposition ne me plaît pas, je la mets aux oubliettes ». Donc c'est très différent de 2 choses dont on entend parler beaucoup dans cette campagne, le référendum. Vous avez peut-être entendu pas mal de candidats dire « Je soumettrai à référendum 10 propositions ». Ça, c'est fondamentalement différent, puisque l'idée, c'est que les questions, c'est nous qui les posons. Ce ne sont pas un élu qui décide quand ça lui fait plaisir et dit « Tiens, là, j'aimerais bien savoir ce que pensent les citoyens, alors je soumets à référendum, on va voir ce qui se passe. » Non, l'idée, c'est vraiment que ça parte des citoyens et que le référendum, il se tienne obligatoirement. Et l'autre chose qu'on entend beaucoup, peut-être vous en avez aussi entendu parler autour de vous, c'est ce qu'on appelle les assemblées constituantes. C'est l'idée qu'on choisisse un certain nombre de personnes tirées au sort pour écrire une nouvelle constitution et que ces personnes travaillent sur cette constitution et qu'à la fin, on vote. L'idée du RIC constituant, en fait, c'est très simple, c'est un droit politique qu'on a en tout temps, qu'on veuille l'utiliser ou pas. D'ailleurs, on peut choisir de proposer des modifications constitutionnelles ou dire « Non, mais moi, je n'ai pas envie de faire des propositions, mais en tout cas, quand je souhaite le faire, je peux le faire. » Et à chaque fois qu'on touche à la Constitution, alors, il y a un référendum et alors, mon avis compte, en fait. Donc ça, cet outil très simple, il existe dans beaucoup de pays dans le monde, donc ce n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau ou risqué, et il produit des effets très forts, j'y reviendrai, sur non seulement
les élus, les droits qu'ont les élus, les privilèges qu'ont les élus, le système politique, mais aussi les politiques. Et j'y reviendrai un peu sur les effets dans 1 ou 2 minutes. Donc ça, c'est la première mesure. Et l'autre mesure aussi de cette démarche d'éducation, c'est de dire, aujourd'hui, peut-être vous avez la sensation ou pas, mais on se fait voler la présidentielle depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'on a des candidats qui se présentent. Je les aime bien les appeler les candidats Père Noël, parce que Noël arrive un peu, et ils sont là sur leur estrade et ils disent « Dites-moi qu'est-ce que vous voulez, je vous le promets ». Ça coûte rien, hein, une promesse. Vous voulez quoi, 100 € de plus à la fin du mois, il n'y a pas de problème, vous l'aurez. De toute façon, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas les mettre en place, cette mesure, pour une simple et bonne raison, c'est que le président, dans notre pays, n'a pas de pouvoir de gouvernement. Le président, c'est censé être un arbitre. Et un arbitre, vous voyez, dans un match de foot, c'est assez central, un arbitre, en fait. C'est quand même celui qui s'assure que l'équipe qui gagne, c'est pas celle qui a tapé le plus fort sur l'autre, quoi. C'est qu'il y a des règles, et que ces règles, il y a quelqu'un qui est garant de ces règles-là. Et le rôle du président de la République, c'est celui-là. C'est celui d'être garant des règles et de s'assurer que, dans le système politique qui fonctionne, on a le Parlement qui fait ce qu'il doit faire, le gouvernement qui empiète pas sans cesse sur le Parlement, des pouvoirs locaux qui sont dans leur rôle aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours des territoires notamment ruraux qui subissent, qui ont peu de pouvoir, qui sont là à quémander 1 ou 2 € de plus aux villes. Mais qu'on a un système politique où voilà, le pouvoir il est le plus distribué possible. Donc en quelques mots, c'est l'idée du projet d'Espoiric, c'est qu'entre citoyens, on s'unisse sur une mesure qui nous donne du pouvoir. On ne sera pas d'accord sur tout, ça c'est sûr, mais au moins on est d'accord sur le constat du fait qu'on a de moins en moins de pouvoir et qu'on est impuissant au quotidien sur beaucoup de décisions qui engagent notre avenir et celui de nos enfants. Donc on s'unisse sur une mesure qui nous redonne du pouvoir et qu'on dilue le plus possible le pouvoir des élites politiques avec un président qui joue son rôle de président et son rôle d'arbitre et qui arrête d'être là à promettre des choses qu'il ne pourra pas mettre en place de toute façon s'il ne cumule pas les pouvoirs, c'est-à-dire si derrière son parti ne gagne pas les législatives. Ça, c'est les 2 pieds sur lesquels on fonctionne, c'est-à-dire l'idée de dire ce qu'il faut, un mouvement citoyen à la présidentielle, c'est un mouvement qui se bat pour les droits des citoyens. Ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi. Et vous avez peut-être vu, je crois que c'était Emmanuel Macron et La République En Marche qui s'étaient présentés comme mouvement citoyen. Ça veut tout dire et n'importe quoi, en fait, de se dire mouvement citoyen. Ce qui compte pour un mouvement citoyen, c'est que c'est un mouvement qui s'engage pour que vraiment la vie des citoyens et le pouvoir des citoyens, ils changent, qu'on arrête de subir. Ça, c'est ce qu'on essaye de défendre, en tout cas, avec Espoiric. Et à côté de ça, qu'on ait vraiment un système où le pouvoir, il arrête d'être concentré entre de très faibles mains et qu'il soit distribué avec un Parlement qui est dans son rôle, des communes, des territoires locaux qui sont dans leur rôle et qu'on n'ait plus cette concentration à laquelle on assiste aujourd'hui. Alors vous me direz, tout ça, c'est très joli, c'est très abstrait, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie à moi ? En fait, l'idée de vivre en démocratie, et c'est un des véritables problèmes, c'est que, vous savez, il y a des choses dans la vie, quand on les perd, on ne se rend pas compte que ça pue, en fait. Mais on perd des choses, par exemple, quand on perd de l'argent à la fin du mois, on le sent. Mais quand on perd des droits, on se dit, tiens, on ne le sent pas très bien. C'est comme, j'aime bien prendre la métaphore de la grenouille. Vous savez, la grenouille, une grenouille, elle ne sent pas que l'eau dans laquelle elle est baignée, elle est chaude, parce que si vous montez la température progressivement, elle dit, tout va bien. Mais elle va mourir, en fait, parce que l'eau monte, mais elle, on a monté les degrés tranquillement, et elle n'a pas vu que de son eau à, 18 degrés, elle est passée à 37 et qu'elle va mourir dans quelques temps. Notre système politique, c'est ça qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, on perd des droits politiques en tant que citoyen, beaucoup de droits, et de façon répétée depuis plusieurs années. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui explique que si je vous fais, tenez, on va faire un petit sondage, en termes de qualité de la démocratie, de droits des citoyens en France, sur une échelle de 1 à 10, vous pensez qu'on est à combien ? Si on pense à une évaluation aussi qui est faite aussi par des experts, on est à combien ? On est plutôt à 10 sur 10, ça va bien ? On est content ? 0 sur 10, ça va mal ? C'est l'Arabie Saoudite ? Non ? On est où ? 3 ? 2 ?
Oh, 0, 0 c'est fort. 3, c'est encore plus pessimiste que... En fait, en réalité, il faut penser que absence de droit politique, je donnais l'exemple de l'Arabie Saoudite, mais c'est la dictature la plus totale. Hein, on n'élit même pas. Et 10 sur 10, c'est démocratie totale. En France, on est à 6 sur 10. On me dirait 6 sur 10, pas mal, mais en fait, on est l'avant-dernier pays en Europe occidentale en qualité de la démocratie. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans le groupe des mauvais élèves, quoi. Et ça a des effets très forts sur beaucoup de politiques publiques. La première chose, ça a des effets extrêmement forts sur l'économie. Il y a 2 jours, on discutait justement avec des entrepreneurs qui disaient « Ah, les entrepreneurs, et je ne pense pas forcément aux grandes multinationales, mais aux gens qui ont un petit commerce, une exploitation agricole ou qui lancent une association, qui me disaient bah, « Nous, on est les champions du monde en France de l'adaptabilité. Parce qu'en fait, on a un gouvernement, il peut décider du jour au lendemain de changer les règles. Allez, on passe en force au Parlement, on change les règles, et nous, il faut s'adapter. Et sans cesse, on s'adapte, et au bout d'un moment, ça a un effet très fort, c'est que vous voulez créer une structure agricole et vous dites non, bah, franchement, non, parce que déjà, les règles, j'y comprends rien. Il faut que je lise des pages et des pages pour comprendre comment ça fonctionne. Mais surtout, demain, bah, je peux avoir un gouvernement qui me dit bah non, tu vois, la règle, elle change. Donc ça, tu ne peux plus le faire. Ça, tu ne peux plus le vendre à ce prix-là. Tu vas devoir changer. Et au bout d'un moment, bah, vous ne pouvez plus suivre ce train-là, en fait. Vous arrêtez, on arrête de se lancer dans des activités parce qu'on dit c'est trop compliqué de suivre ça. Quand on est dans un système démocratique, c'est-à-dire quand la majorité des citoyens décident, ben on a des règles économiques qui sont beaucoup plus stables. On a moins ces effets de balancier très forts, quoi. On a des règles économiques qui sont celles qu'on accepte et qui durent un peu plus longtemps dans le temps et qui permettent à des gens qui veulent se lancer, monter une librairie, monter une association, de se dire tiens, moi, je peux me projeter sur plusieurs années parce que demain, je ne suis pas à la merci de quelqu'un qui me dit non, mais tu dois fermer, tu vois, ça, c'est plus possible. Ça a des effets extrêmement forts. Ça a des effets sur l'éducation aussi. Et Laurent, tu en parlais, je te remercie parce que quand même sur cette campagne présidentielle qui s'annonce, moi, je rencontre pas mal de maires, de citoyens qui me disent la priorité des priorités, c'est l'éducation. Et dans cette campagne, je ne sais pas si vous avez entendu une seule fois un grand média ou un candidat dire « Ah oui, ma priorité, c'est l'éducation ». Et vraiment, c'est hors radar, en fait. Ça ne les concerne pas. Et un des effets très forts, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des réformes sur l'éducation, c'est des réformettes. On dit oh, on va changer le programme du bac. Ça ne changera pas grand-chose à la façon dont on forme une génération. Les grandes questions, c'est ça veut dire quoi aujourd'hui former des jeunes sur la question de l'utilisation des médias avec le fait que maintenant, on a une pluralité d'informations et qu'il faut essayer de comprendre cette information. Ça veut dire quoi former des citoyens critiques ? Là aussi, aucun parti politique ne dit « Oui, des citoyens critiques, c'est des citoyens qui sont capables, par exemple, de voir les manipulations chiffrées que font les partis politiques et le gouvernement en permanence. » Tout ça, c'est des sujets qui sont hors radar et qui, pourtant, pour nous, citoyens, sont centraux. Et quand on vit en démocratie, ces sujets-là, ce seraient ceux dont on débattrait aujourd'hui dans cette campagne qui s'amorce. De dire « C'est quoi la vision qu'on a pour une France qui est inclusive, où, en fait... dans notre diversité d'opinions, on va pouvoir prendre des décisions ensemble. Comme je disais, on ne sera pas d'accord sur tout, mais au moins, voilà, ceux qui ont une opinion même minoritaire, ils ont une capacité de peser sur le débat public. Ils ne sont pas toujours là à subir les décisions. Un des autres effets, et c'est un des sujets peut-être dont on va parler beaucoup, quoiqu'on n'en parle pas tant que ça dans cette campagne, c'est ce qui s'est passé avec le Covid. Je ne sais pas si vous avez vécu, on a vécu quand même, et là aussi, un rétrécissement de nos droits extrêmement fort et un débat public atrophié. C'est-à-dire vraiment, à chaque fois qu'on osait émettre une opinion contradictoire, dire moi, les mesures du Covid, je ne suis pas sûre que je soutiens, le pass sanitaire, je ne suis pas favorable. La réaction, c'est de dire mais t'es complotiste, t'es contre la solidarité nationale, mais comment tu peux tenir des propos pareils ? Et ça, c'est l'effet très clair que notre démocratie va mal. C'est quand on n'est pas capable d'écouter ceux qui sont en désaccord avec les mesures prises. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a sans cesse des représentants politiques qui ont pris l'habitude de passer en force,
de dire non, non, mais nous, on a un programme, on a un agenda, on le met en place. Et en fait, s'il y a une minorité, c'est une minorité de farfelus et ils n'ont pas voix au chapitre. La mesure qu'on propose, le RIC constituant souvent une des critiques qui est faite, c'est de dire on ne va pas voter tout le temps. Clara, sois sérieuse 2 minutes, on ne va pas se mettre à voter. Dès qu'il y aura un problème, on va dire il va falloir voter, il va falloir faire un RIC. En fait, l'effet très fort de cette mesure-là, c'est qu'il est indirect. Quand on dit qu'il est indirect, c'est que quand les citoyens peuvent changer la Constitution, en fait, ils peuvent demain décider que, non, les élus n'ont pas le droit, par exemple, en période de crise, de mettre en place des mesures qui restreignent les libertés sans référendum. Ou ils n'ont pas le droit, comme je le disais, de supprimer un impôt qui crée une situation d'injustice fiscale où, en fait, les personnes qui gagnent le moins finissent par contribuer plus que celles qui gagnent le plus. Cet effet indirect-là, en fait, l'idée du RIC constituant, c'est de permettre aux citoyens de devenir les patrons des élus. Et c'est une idée assez puissante quand on y pense. C'est l'idée de dire, dans un système, la démocratie, c'est l'idée que les citoyens contrôlent le système politique. Ils peuvent vraiment ils peuvent décider, par exemple, que si un élu va trop loin, on change les règles des mandats, on change la façon dont la politique se fait. Donc on décide par exemple que les mandats sont plus courts, on peut décider aussi de révoquer des élus quand on n'est pas satisfait avec le fonctionnement. Le fait d'avoir un système où les citoyens ont ce droit, ça fait quelque chose de tout à fait simple, ça fait que les élus vivent avec la crainte permanente d'avoir un référendum qui limite leur pouvoir. Et quand on a des élus qui vivent dans cette crainte-là, on a des élus qui arrêtent de faire une politique qui satisfait un petit nombre de personnes, mais ça les oblige en fait à consulter la majorité, à s'assurer quand ils prennent une décision qu'il n'y a pas un groupe de personnes qui va être heurté par cette décision et qui va lancer un référendum. Ça les oblige à être beaucoup plus inclusifs et beaucoup plus à l'écoute de l'ensemble des citoyens. Donc l'idée c'est ça, c'est de trouver la mesure qui change tout et sur lequel on peut être d'accord. Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être vu, il y a aussi des projets de candidats qui disent on va tout remettre à plat. Alors, ils ne vous expliquent pas trop ce que ça veut dire, tout remettre à plat, mais en tout cas, ils vous disent on va tout changer. Mais en fait, aujourd'hui, le système tel qu'on est aujourd'hui, ce que je disais, l'amenuisement de la démocratie, le fait qu'on a moins en moins de droits, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Ça a été une série de toutes petites mesures dont on n'a pas vu l'effet. Une des mesures principales, par exemple, ça a été la loi sur le financement des partis politiques, qui fait qu'aujourd'hui, en France, vous pouvez avoir des millions et des millions de militants. Votre financement, vous l'avez aux scores électoraux. Donc, vous n'avez aucun intérêt à avoir plein de militants, parce qu'un militant, c'est quelqu'un qui est un peu pénible, qui pose des questions, qui n'est pas d'accord. Alors, on a des partis politiques qui disent « Non, les militants, ils sont relous, on va leur faire couler des affiches. » Mais nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de monter des machines avec beaucoup de financement qui vont gagner les élections, parce qu'on gagne de l'argent, en fait, comme ça. Et ça... cette mesure, ça fait aujourd'hui qu'on a des partis politiques qui sont complètement déconnectés de la base de ce que les citoyens souhaitent et qui sont devenus des machines à gagner des élections et toutes les élections et à tout promettre. Et puis derrière, s'ils le mettent en place, c'est autre chose, c'est une autre question. Donc nous, on a voulu trouver vraiment la mesure, la petite clé qui change tout. C'est-à-dire qui nous permet de remettre les compteurs à zéro et d'avoir un système politique qu'on contrôle et qu'on peut décider d'améliorer au cas par cas. C'est-à-dire vraiment, on n'est pas dans une logique, nous, de dire il faut trouver la société idéale, mais on est dans une logique de dire il faut trouver les moyens qui nous donnent, nous, citoyens, d'améliorer la société comme on le souhaite, par petits pas. Donc vous allez me dire oui, c'est progressif, on ne va pas changer du jour au lendemain. Mais en fait, c'est une mesure qui nous donne du pouvoir tout de suite pour changer les choses et surtout pour contrôler nos élus. Donc pour avoir vraiment des élus qui arrêtent de faire de la politique au nom d'un petit groupe, d'une petite élite et de leur parti, mais qui fait de la politique en notre nom à tous et qu'on puisse contrôler, à qui on peut limiter les pouvoirs. L'idée d'Espoir RIC, c'est un peu celle-là. Je ne voulais pas faire une présentation trop longue, je vous présente la philosophie générale et je me suis dit que c'est peut-être plus sympa de répondre à vos questions, parce que sinon ça peut toujours déconnecter en fait, d'avoir quelqu'un qui parle et qui cause longtemps sans répondre aux préoccupations. On est un mouvement qui, voilà, 1 an, on grossit de plus en plus et voilà, on est un mouvement, on est vraiment le mouvement citoyen qui se lance sur une colline. Souvent, quand je vois, vous savez, quand je fais des interviews ou des présentations, une des images qui revient, c'est, bon,
il se trouve que je vis à Grenoble, je suis ardéchoise d'origine, mais je vis à Grenoble, donc il y a la métaphore de l'alpinisme qui revient beaucoup. Et on me dit, Clara, elle est en face nord, toute seule, dans le vent de face, à monter sa montagne, en disant pouvoir citoyen, pouvoir citoyen. En fait, on est plusieurs à essayer de gravir cette montagne et vraiment de porter cette mesure-là, mais on a besoin de toutes les bonnes volontés. Donc ici, vous avez dans la salle des gens qui se sont impliqués dans différentes activités. Il y a ceux qui collectent les parrainages de maires, et c'est pas du gâteau, mais est-ce qu'on a un maire dans la salle? Non, nous n'avons pas de maire dans la salle. Mais les maires sont très sensibles à la pression de leurs habitants directement. Donc on recherche des gens qui aussi font ce travail-là, de leur mettre la pression, de dire que c'est inacceptable aujourd'hui que seuls 28% des maires parrainent un candidat. Ce qu'ils disent, et la réponse la plus fréquente, c'est de dire « Ouais, mais moi, je veux pas trop d'emmerde. » Ouais, mais on leur demande pas... Oui, être maire, ça vient aussi avec un petit désagrément, et c'est de pouvoir parrainer un candidat, même si voilà, ça apporte pas forcément beaucoup de soutien de la part de tous les habitants. Mais c'est vraiment, on a besoin dans notre mission d'éduquer les élus, de faire pression, de dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas oublier les citoyens. On ne peut pas avoir une présidentielle qui se joue sans nous. On a besoin de vous, en fait. Soit pour collecter des parrainages, soit pour être là et aider dans la diffusion de ce qu'on fait, de nos actions, aller chercher des médias, soit de mobiliser aussi, faire des événements pour parler d'Espoir X si le projet vous parle. Donc la porte est vraiment ouverte à tout le monde. On n'est pas un parti politique classique. Donc vous verrez qu'au sein d'Espoir X, on a tous, je crois, des opinions différentes, des métiers différents. Mais en tout cas, c'est un mouvement qui est ouvert à tous ceux qui ont envie que vraiment les choses changent dans notre pays et pas qu'on ait des gens qui promettent des choses en nous disant « je vais tout changer », mais qu'on puisse se donner les moyens de tout changer et de décider ce que nous voulons changer collectivement et arrêter de subir aussi la politique. L'idée, c'est vraiment de dire que l'urgence aujourd'hui, c'est la démocratie. L'urgence, c'est de lutter pour nos droits et il ne va pas falloir se tromper de combat en 2022. C'est ça le combat fondamental. Et l'idée d'Espoir X, c'est de dire on va essayer, à notre mesure, d'avoir un mouvement qui porte cette revendication-là et qui permet qu'on arrête de dire que « Ah ben non, mais vous savez, les Français, ils sont très contents avec la liste des courses Père Noël. Ça leur plaît beaucoup, ils aiment bien les promesses, les Français. Ils aiment bien les promesses et ils aiment bien un homme fort qui leur explique comment, qui mène le bateau. » C'est charge à nous tous de dire « Non, non, nous, on en a assez, en fait. » Ça, cette façon de faire de la politique ancienne et un peu à la papa, c'est fini. On ne peut plus continuer et perdurer dans un système où la majorité subit et une minorité fait la politique d'une minorité. Voilà un peu, c'est ça l'idée d'Espoir X. Si vous avez des questions, je réponds avec volontiers, comme ça rend aussi le propos plus aligné avec vos propres questions. C'est impressionnant d'être là. Moi, je vous dis une chose, c'est ce que j'entends bien, et effectivement, c'est vrai que moi, quand je vous entends parler, j'ai envie de rêver. Mais cette crise sanitaire impacte aussi ce système politique, parce qu'en fait, quand on regarde à l'heure actuelle, je pense qu'on le voit d'ailleurs au nombre de personnes présente aussi, on le voit à cet événement qui a été annulé ce week-end, on le voit parce qu'il y a une division dans la population, enfin il y a une pensée collective qui n'existe plus, moi ça me motive, mais ce que je veux dire c'est que ce qui est assez triste, c'est qu'on a donné au peuple, comme vous disiez, à manger de la télévision, et qu'avec cette crise qui vient de se passer, parce que je pense que voilà, je ne dis pas que le corona n'existe pas. Voilà, je dis que c'est une résultante. Je dis qu'on se pose les mauvaises questions, qu'on met du vernis sur des ongles sales. Quand est-ce qu'on va parler d'une agriculture saine, de pesticides qu'on va réellement retirer, le glyphosate, depuis combien de temps on en parle, les corticoïdes, le retour dans les betteraves. Enfin, voilà, quand est-ce qu'on va donner des choses bonnes à manger à nos enfants à la cantine, puisque les maladies environnementales augmentent. Ce coronavirus, il a réellement touché les personnes les plus faibles. Ceci dit, quand on fait cette conclusion-là et qu'on décide d'aller chercher l'info différemment, on n'a pas la télé chez nous, quand on décide d'aller chercher l'info, effectivement, un discours comme le vôtre nous parle et on a envie de le suivre, sauf que le problème à l'heure actuelle, c'est ce que je ressens dans mon quotidien, dans ma bataille, c'est que les gens sont noyés
et que du coup imposer, enfin pas imposer, du coup venir avec des idées comme l'espoir RIC, en fait ce qui est juste assez triste, c'est que là, émettre un débat au sein de la population à l'heure actuelle, pour ça il faudrait que la population ait envie de se déplacer, ce qui est de moins en moins le cas. Tout le monde est à son petit niveau à avoir envie de récupérer la vie d'avant. En fait, c'est juste que le débat politique, dans une crise comme celle-ci, il est encore moins... cette crise, moi, me demande, parce qu'on parle de démocratie, moi j'ai l'impression qu'on touche de plein fouet la démocratie depuis bien trop longtemps, les services publics, parce que tout ça est une résultante d'une mise en politique depuis tellement d'années, c'est pas nouveau. Et quand tu disais qu'on a perdu cette démocratie petit à petit, c'est exactement ça. Sauf que là, à l'heure actuelle, quand on en est là dans cette crise, la démocratie, j'ai l'impression, mais c'est mon impression, n'est plus le sujet de conversation. Là, le sujet de conversation, c'est comment retourner à l'époque d'avant, comment continuer de vivre normalement. Et c'est assez drôle, parce que moi j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a des débats qui se passent autour de nous, mais moi, avec des gens que je trouve intelligents autour de moi, non mais justement, on va voir en Arabie Saoudite. On va voir ceci. Moi j'ai levé la main en disant 3. Parce que pour moi, 3, en tant que maman dans cette crise, on ne m'a pas laissé le choix, on ne m'a même pas dit que c'était un geste anodin que de masquer mes enfants. Parce qu'en fait, il y a le symbole de mettre ce masque, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. Comment est-ce qu'on va les toucher eux-mêmes dans le système immunitaire? Ce sont des enfants, ils ont besoin d'être malades. Enfin, tout ça, j'ai l'impression que les gens qui sont dans cette salle sont conscients de ça. Mais ceci dit, malgré ça, il y a quelque chose d'une passivité telle qui est... parce que moi j'entends ça et en même temps j'ai envie excusez-moi, bientôt j'arrête, mais quand j'entends comme ça un discours, moi j'ai envie de me lever, de me mettre à côté de vous et de me dire, mais oui en fait, mais nous, à notre petit niveau, on a essayé par exemple, je donne un exemple et puis après j'arrête. Moi le masque sur les enfants, c'était la goutte qui a fait déborder, voilà, j'ai été dormir dans des théâtres, je fais partie de la culture, oui je suis d'un essentiel, c'est génial. Et je me dis, c'était la goutte qui faisait déborder le vase. On allait toucher aux enfants. Je veux dire, on parle de mère louve, on parle de mère lionne, on est tous des animaux sur cette terre. L'enfance, c'est pour moi le symbole de la démocratie, le symbole de demain. C'est eux, les humains de demain. On n'arrête pas de leur dire, de leur répéter qu'ils vont avoir des combats tellement difficiles, ils vont devoir sauver la planète et tout ça. Eh bien, moi, je me suis retrouvée devant la petite école, je vais dire un truc un peu de Bitnik en Ardèche, à me dire, j'ai appris ça le vendredi, je travaille, mon plus gros employeur est l'Éducation nationale. Je me suis dit, waouh, on va être plein de parents. On était 3. 3 avec tous les autres parents qui nous montraient du doigt à l'air de dire, comment est-ce que vous osez l'ouvrir dans cette crise? Comment est-ce que vous osez? C'est normal de les masquer. Ils doivent faire part. Ils ont un devoir aussi dans cette crise, dans cette... Et en fait, moi, personnellement, je dois avouer que moi, ça m'a démonté. À partir du moment où j'ai l'impression que notre société, on parle d'une société, on parle de démocratie, et effectivement, elle est malade. Et la société, moi, en tant que maman, c'est là où ça a fini de m'assassiner. Je me dis, mais comment est-ce qu'à un moment donné, même là, on arrive à un stade où la population n'arrive pas à ouvrir les yeux sur l'impact de... moi qui travaille dans l'éducation, franchement, aller demander à un prof en maternelle les gamins qui reçoivent de 2 ans de crèche avec masque. C'est des retards, on est en train d'impacter les humains de demain. Mais c'est pas, on ne leur demande pas de porter le masque en disant parce qu'il faut faire un effort collectif, et d'ailleurs nous, notre devoir politique maintenant ça va être de vous servir les légumes de Benjamin, de remettre une cantine. Oui, pardon. Non, mais je comprends qu'il fallait que le trop-plein... Non, mais je crois... moi, je suis moins... mais peut-être c'est normal dans la position dans laquelle je suis d'être moins découragée, parce que nous, ce qu'on vit, en tout cas,
dans Espoir X, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se rassemblent autour de ces constats-là. Après, c'est vrai, c'est pas facile d'être visible. Bon, on se retrouve aussi beaucoup en ligne, ça aurait pu être pire avec la crise sanitaire, mais je pense que ce qui est difficile, c'est d'expliquer que de faire le lien entre ce qu'on vit aujourd'hui sur des questions sanitaires, sur des questions économiques, sur des questions d'agriculture, et les causes fondamentales de ça qui sont politiques, en fait, qui sont que notre système politique ne marche pas. Et je crois que pour plein de gens, il y a un constat d'impuissance qui, depuis trop longtemps, est là. D'ailleurs, je pense que sur ces... combien de nous on côtoie des gens qui râlent ? Moi, on râle, quoi. Donc, on râle parce qu'il y a de l'insatisfaction. Cette insatisfaction, elle est là. Le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de l'exprimer de façon de changer les choses sur la base des constats qu'on a. Donc, après, c'est normal qu'on a une forme d'impuissance qui est, bon, ben, on s'adapte, quoi. On s'adapte, on survit, on subit, parce qu'on ne fait pas le lien que c'est possible de changer. C'est pas difficile, quoi. Il y a ce pas-là, en fait, si on trouve le bon levier, on peut le faire. Et l'idée, c'est de dire, bah voilà, c'est difficile, mais il faut faire ce pas-là, de dire, en fait, si on avait pu décider, si on avait joué un rôle plus fort, alors je dis pas en période de crise, j'entends que c'est difficile au début, notamment de la pandémie, on n'aurait pas fait un RIC, mais en tout cas, les pays où les citoyens avaient plus de droits ont eu des mesures beaucoup moins fortes aussi, et beaucoup plus proportionnées, avec des gouvernements qui s'excusaient de prendre les mesures qu'ils prenaient. Nous, on avait un discours politique à côté de ça qui était très agressif, qui était de dire « on vous punit parce que vous ne respectez pas, parce que vous n'êtes pas capable de mettre en place ». Et donc, l'idée, c'est de donner ces exemples-là, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a 75% des gens qui veulent avoir plus de droits politiques, donc qui veulent être plus impliqués, qui veulent pouvoir vraiment avoir un rôle actif. Donc il faut les trouver, en fait. Ils sont là. 75%, franchement, si on se retourne, on les trouve. C'est juste que, à force, il faut voir, on sort quand même, alors, de plusieurs années, mais je pense particulièrement dans le quinquennat qu'on a vécu, où on a eu un mouvement comme les Gilets jaunes qui ont demandé des nouveaux droits politiques, qui ont été matraqués dans la rue, et où on a eu un président qui a dit « je veux parler de tout, sauf de ça ». Donc au bout d'un moment, ça marque ça. En fait, on a des gens qui disent non, mais moi, descendre au carton, si en fait c'est toujours non, plutôt pas. Et ça va, voilà, il va falloir sortir de cette idée-là pour dire non, en fait, d'autres initiatives sont possibles. Et c'est vraiment le cœur du constat d'Espoir X. C'est dire, en fait, c'est malheureux, mais la présidentielle, c'est un des moments où les gens ils parlent de politique. C'est un des moments où ils se disent, ils regardent un peu quelles sont les propositions. Et l'idée, c'était d'avoir une proposition. Alors, elle n'est pas hyper visible, mais elle peut l'être plus, mais de dire non, tu vois, c'est possible, ça existe. Il y a une proposition qui est différente des autres. Parce que la plupart du temps, on a vraiment l'accord sur ce constat que notre système politique ne fonctionne plus, que les citoyens veulent un droit plus actif. Et la question derrière qui vient, c'est ouais, mais comment on fait en fait ? Moi, tu sais, je préfère me replier dans ma sphère privée, tu vois, pas trop d'emmerde, parce que de toute façon, à chaque fois, c'est non, quoi. Donc il va falloir réussir à sortir de ce marasme-là et à lier ce qu'on essaye de faire, et on est preneur de toutes vos idées pour le lier à des questions très concrètes. Dire attention, ça change la vie en fait d'avoir ce droit-là. Mais c'est pas évident. Ouais, Moi, je me demandais alors pour un sursaut citoyen, parce que du coup, je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de gens qui soient au courant de cette initiative, et quand bien même une fois qu'on l'a entendu une fois, qui croit assez pour que ça soit un sursaut. Donc dans cet élan-là de référendum et de constitution référendaire, quelle est la stratégie médiatique, action coup de poing, action éclair, visibilité, ou n'importe quel grain à moudre pour répondre à cette question de stratégie de communication? Bah là, vous avez peut-être, enfin, du coup, il y a des gens dans la salle qui peuvent répondre, et vous avez peut-être des idées déjà vous-même. Nous, sur quoi on était parti, c'est on a tapé sur plusieurs trucs. Donc, on essaye de faire, par exemple, des vidéos, des supports médias sur des questions d'actualité, pour toujours refaire le lien avec... par exemple, récemment, il y avait eu les émeutes dans les dom-toms. Mais en fait, très peu de gens, et d'ailleurs très peu de candidats l'ont dit, que les citoyens qui vivent dans les dom-toms, c'est les citoyens de seconde zone. Hein. C'est-à-dire les droits qu'ils ont, l'accès aux services publics qu'ils ont, le coût de la vie. Quand on parle de coût de la vie
en Drôme ou en Ardèche, ça n'a rien à voir avec le coût de la vie. Et ces citoyens-là n'ont aucun moyen, en fait, de peser. Parce qu'ils sont loin des centres de pouvoir, et ils n'ont aucun moyen d'influencer le quotidien. Donc ce travail-là, c'est de dire à chaque fois qu'il y a un fait d'actualité, de faire un support pour dire, là, il y a un lien. Et si on était en démocratie, on avait fait même une série de vidéos, qui s'appelait « Et si nous étions en démocratie ?» pour dire, bah tiens, sur la crise sanitaire, qu'est-ce qui se serait passé? Sur l'agriculture, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est pour rendre aussi le sujet concret. Après, on fait tout un boulot aussi de contacter des médias, il y en a dans la salle, mais vraiment de faire ce travail-là, il y a des médias aussi, soit associatifs, alternatifs ou locaux, d'être présents. On a aussi cette chance-là, il y a le support, puisque les médias aujourd'hui, notamment les médias mainstream, ont perdu toute confiance. Hein. La confiance dans les journalistes, c'est 12% dans les médias. Hein. Donc c'est faible. Donc on a aussi ces supports-là qu'on peut utiliser pour parler d'Espoiric, contacter des maires, faire des réunions de maires. Là, il y a toute une possibilité d'action de différents types. Et puis, il y a Philippe ici qui peut en parler, être présent en manifestation. Et on a des équipes d'Espoiric qui sont là, qui traquent cela. Mais nous, notre objectif aussi, c'est, comme on est petit, on doit aussi choisir un peu les priorités. Notre priorité des priorités, c'est d'avoir un maximum de soutien de maires, parce que plus on a des soutiens de maires et plus on pèse sur ces questions-là. Plus on dit non, la démocratie, vous ne pouvez pas l'ajouter en petits caractères au fond de votre programme en disant oui, c'est important, oui, j'aime la démocratie. Il faut préciser un peu qu'est-ce que vous allez faire pour mettre fin à ce système-là. Et on l'a vu que la petite visibilité qu'on gagne et qu'on gagne de plus en plus nous a donné des moyens de peser très fort, beaucoup plus fort que ce qu'on avait imaginé initialement. On a eu d'autres partis politiques qui se sont mis à parler du RIC, à préciser leur engagement sur le RIC constituant. On a eu Jean Lassalle qui a soumis une des versions initiales de notre texte à l'Assemblée. On a eu des partis politiques qui ont bougé aussi sur cette question du RIC constituant. Donc chaque soutien qu'on engrange, ça se voit, quoi. C'est pas quelque chose de vain, je dirais. Il y avait vous d'abord et vous derrière. C'était pour rebondir, la question sur la stratégie est intéressante, et puis le constat d'Amandine aussi, je me rends compte qu'on s'est un peu préparé, il y a beaucoup de monde dans ce cas-là. Vous parliez de deux choses, du moment des élections présidentielles où on parle de politique, et effectivement, il y a un autre moment où on a parlé de politique d'une manière qui n'est jamais vue depuis peut-être 2 siècles en France, c'était les Gilets jaunes. Là-dessus arrive une chape de plomb qui fait qu'on se replie sur les sphères privées, comme tu dis, que les gens les plus dynamiques sont touchés par une certaine forme de désespoir et d'animation. Et ce qui est intéressant, donc il y avait le mot marasme, mais il y avait le mot espoir. Ouais. Et en fait, dans les candidats à la présidentielle, aujourd'hui, quand on entend les rares débats qui éclosent, il n'y a jamais... c'est que des débats qui jouent sur des peurs, il n'y a jamais la notion d'espoir, la notion de voilà. Et il se trouve que les gens, aujourd'hui, enfin les gens, moi, les gens, je ne sais pas qui c'est, mais moi en tout cas, on arrive dans une époque où effectivement, on a l'impression d'être battu d'avance parce que justement on s'est trop pris sur la tête ou alors on a pris notre chèque et on se dit bon, finalement on est assez bien occupé de nous. Et du coup vous êtes les seuls à parler d'espoir et c'est ça qui est antinomique, c'est que ça fait peur. On se dit finalement ça s'est géré, c'est passé, on a serré les fesses, j'ai toujours mon petit feu dans ma cheminée, mais finalement on est toujours là. Et alors effectivement il y a le fait de donner envie de débattre sur des sujets positifs, positivement, pas se cacher derrière, non mais on va se faire envahir par des immigrants, ou non les profs vont se mettre en grève, ou non machin, etc. Se dire que, je pense que c'est le sujet central. Et ce sujet central, donc après venait la question de la stratégie. Comment faire que, en fait, non, on vous dit qu'on vous fait croire que c'est pas possible, que les décisions sont prises. L'Europe, elle sert à se cacher dès qu'on a envie de faire passer quelque chose de plus libéral et qu'on dit c'est pas nous. Et inversement, elle sert à tirer les lauriers dès qu'il y a quelque chose de positif. Mais voilà, qui en sort. Donc ça fait effectivement extrêmement longtemps qu'on est donc effectivement le mouvement historique il arrive à un super moment par rapport aux Gilets jaunes. Mais là, il y a une espèce de chape de plomb qui fait qu'il faut sortir de ça et que le combat principal, c'est effectivement de dire c'est pas une utopie. Et de dire c'est ce qui va régler tous les problèmes, non, mais c'est ce qui va permettre de débattre de tous les problèmes, oui. Voilà. Et ce qui va permettre de se réapproprier tous les problèmes. Et alors après, moi, en tant qu'individu, je me dis, mais est-ce que j'ai encore envie d'y aller, tu vois? Donc c'est de faire sortir le bonhomme de sa retraite, de nos peurs, en fait. En gros, c'est
voilà, la joie de vivre est dans l'action, il faut recommencer C'est ça. à agir, effectivement. C'est n'ayez pas peur, parce qu'en fait, non, n'ayez pas peur. Voilà. Enfin voilà, donc c'est pas vraiment une question, mais c'est. Bah, il faut peut-être trouver. Je pense que c'est plus important, Ouais. mais comment le rendre palpable et concret. Bah, il faut trouver des. Non, mais c'est le côté palpable et concret, ça c'est un vrai enjeu, et c'est aussi pour ça qu'on essaye de parler de sujets très concrets pour montrer que ça changera les choses. Je pensais à Amandine, ce que tu disais quand les gens disent on reviendra à la vie d'avant, on reviendra pas à la vie d'avant. Hein. C'est parce que aujourd'hui on a alors non seulement perdu en qualité démocratique, on ne reviendra pas en arrière, on a eu un, mais aussi, enfin on a quand même 30% des Français qui ont sombré dans l'extrême pauvreté. On a des pathologies sur la santé mentale. On ne reviendra pas. Le monde d'après ne sera pas le monde d'avant en bien et les petites fleurs. Mais puisqu'il fallait que je sois dans l'espoir, je vais. Mais justement, et c'est parfois dans ces mouvements-là. D'ailleurs, j'aime bien reprendre l'exemple de la Suisse. Je sais que ça va déplaire à certains. J'ai eu des débats à midi là-dessus. Mais il y a eu des grandes avancées démocratiques aussi en sortie de crise. Vous savez, quand on a des crises très fortes comme ça, on est un peu sur une ligne de crête entre un très fort autoritarisme et un leader charismatique providentiel qui vous dit « je vais changer votre vie », et puis des grosses avancées pour les droits des gens. En fait, la Suisse, la démocratie directe est arrivée à la suite d'une épidémie de choléra, donc ça peut nous donner peut-être un peu d'enthousiasme. Mais c'est aussi les moments où on se rend compte que ça compte, en fait, d'avoir des droits et de pouvoir défendre ce en quoi on croit et de contrôler aussi notre système politique. Je pense sur le pas que ça coûte. Moi, je peux dire qu'est-ce que ça a été mon expérience. J'avais pas, quand on m'a demandé, on m'a dit est-ce que tu as envie d'être candidate à la présidentielle, j'avais plutôt envie de dire ah bon, il n'y a personne qui a envie d'y aller. Mais c'est le premier pas qui coûte en fait, parce que dans cette aventure-là, on rencontre aussi, et c'est ce que nous ont appris, je crois, les Gilets jaunes, c'est au moment où on descend sur le rond-point, on découvre qu'en fait, notre voisin, il pensait les mêmes choses que nous, tranquille dans son coin, et qu'on n'avait jamais discuté de ça, mais qu'en fait, on est plutôt nombreux à penser la même chose. Et en étant dans Espoir X, c'est aussi ça, je trouve, qui est enthousiasmant. C'est qu'on se dit, en fait, je pense ça, mais je me rends compte qu'il y a des gens, il y a beaucoup plus de gens qui pensent comme moi que ce que je pensais. C'est beaucoup moins verrouillé que... En tout cas, moi, c'est le constat que je fais en étant dans cette campagne. C'est beaucoup moins verrouillé que ce que je pensais. C'est-à-dire, je ne pensais pas qu'il allait avoir... que la chose allait prendre autant et qu'on allait réussir à vraiment avoir un mouvement qui s'organise avec des gens qui donnent de leur temps et qui posent les bases aussi pour quelque chose d'un peu long terme et qui a des effets sur les autres candidats. Qu'est-ce que tu dis ? Mais c'est 16h30, tu m'as dit ? Ah oui, parfait. Et il y a 2 questions derrière encore. Oui, madame, et puis monsieur, vous aviez une question devant madame. Ça n'a aucun sens. Monsieur avec le pull bleu, vous aviez une question ? Ah non, pardon, allez-y. Oui, je vous en prie. Moi, je voudrais concrètement... imaginons, donc, Ouais. parce que là, c'est une élection présidentielle. Donc, vous êtes élu. Bravo. Et alors, est-ce que c'est Clara Heger? Parce que on dit souvent nous. Ouais. Donc, comment ça se passe? C'est un collectif? C'est toi? Comment vous avez imaginé? Parce qu'imaginons que ça marche. Hein, Ouais. Comment ça peut se passer concrètement? Ouais. Et après, parce que comme tout va marcher par référendum, comment ça va se passer aussi? Parce que les référendums, j'imagine que c'est quand même long, un minimum de 6 mois pour mettre des choses en place. Un mandat, c'est 5 ans. Donc, comment tout ça, ça va s'articuler et comment vous allez vraiment concrètement mettre en place? Alors merci parce que cette question, elle touche vraiment, je crois, au cœur de. Faut être précis. Non, alors je dis nous parce que Espoir X, c'est pas que moi. Je l'aurais pas fait s'il n'y avait pas un groupe derrière. Et j'aime bien dire, alors imaginons qu'un président démocrate soit élu, parce que je crois qu'il faut être conscient que les chances que ce soit moi sont faibles, mais pas nulles, mais faibles. Donc, mais c'est pour aussi dire que n'importe qui de démocrate pourrait le faire. J'aime bien. Mais imaginons que quelqu'un est élu avec 7 mesures au programme, donc l'instauration du RIC constituant et un président arbitre en avril. Au moment où il est élu, en fait, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement, comme c'est le cas à chaque fois qu'il y a
vous savez, une période entre la présidentielle et la législative. En fait, on a le gouvernement, comme le gouvernement sort du soutien de l'Assemblée, le gouvernement démissionne, remet sa démission. Et là, le président nomme un gouvernement de transition. Donc, on pourrait imaginer un gouvernement de transition démocratique, sans pouvoir, puisque c'est juste le temps d'organiser le référendum sur le RIC constituant, donc sur ce nouveau droit. Et ce serait un gouvernement qui resterait en place juste pour ça. Parce qu'aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'Espoiric se présente à la présidentielle, c'est qu'on a une constitution qui est, contrairement à d'autres constitutions, facile à changer. Parce que, par exemple, d'autres pays, les Pays-Bas, la Norvège, c'est très difficile à changer la constitution. Mais le président, ce qu'il peut faire, c'est un des pouvoirs du président, c'est vraiment d'enclencher un référendum sur des changements constitutionnels. La voie parlementaire, elle est beaucoup plus longue et plus dure, il faut plus de soutien. Donc mais pour lancer ce référendum, il faut que ce soit le Premier ministre qui le propose. Donc il faut nommer un nouveau gouvernement, un gouvernement de transition démocratique sans pouvoir, qui n'engagera pas de vote de confiance à l'Assemblée, et dont le seul but, c'est de lancer la procédure. Donc au lendemain de l'élection, on a ce nouveau gouvernement de transition démocratique en place, et qui arrivera avec notre proposition. Vous l'avez sur notre site internet, on a écrit le texte de loi qui sera soumis à votation par les citoyens et qui, en fait, instaure la possibilité, ce que je disais, pour 700 000 citoyens de convoquer un référendum sur des changements constitutionnels et qui ne permettent plus, et ça c'est un élément important, au Congrès, à d'autres qu'aux citoyens, de valider des changements constitutionnels. Ou pour le dire très simple, que 2005 ne soit plus possible. C'est-à-dire qu'on n'ait plus la possibilité pour le Parlement de changer la Constitution, même si les citoyens, sur un texte très similaire, ont dit non. Donc que ce soit à chaque fois qu'on veut changer la Constitution, il faut avoir un référendum. L'organisation du calendrier, donc ce serait à peu près fin avril, on aurait ce nouveau gouvernement qui présenterait ce texte pour débat sans vote à l'Assemblée, donc à l'Assemblée et au Sénat. Et après, je vous passe les détails très techniques, on aurait un référendum vraiment sur la question du RIC constituant qui serait organisé en septembre. L'idée, c'est de passer la période d'été qui est un peu morte parce que vous voulez tuer un référendum sur le RIC constituant, vous le faites le 12 juillet, tout le monde est en vacances, voilà. Donc on le ferait en septembre. Donc ça voudrait dire que dès octobre, les citoyens pourraient commencer à soumettre des propositions de référendum, enfin à aller chercher des signatures. Le projet d'Espoiric, ce n'est pas un gouvernement par référendum. Et ça, je veux le dire très clairement. Le projet d'Espoiric, c'est l'idée que les citoyens aient le droit de soumettre des référendums, que les élus vivent dans cette crainte perpétuelle du référendum et qu'on ait un gouvernement qui arrête d'être un monarque tout-puissant qui dit au gouvernement « tu vas faire ça » et si j'aime pas le Premier ministre, je le force à remettre sa démission et je choisis une assemblée, je dis aux citoyens votez aussi pour mon parti aux législatives, comme ça je changerai votre vie. Donc on aurait des élections en mai qui seraient des élections législatives et Espoiric, nous ne présenterons pas de candidats aux législatives parce qu'on veut être raccord là-dessus, que c'est deux élections différentes et qu'on ne peut pas avoir un président d'une couleur politique et un Premier ministre d'une couleur politique. Donc on aurait un Parlement qui jouerait son rôle, qui ferait des lois, des propositions de loi, qui sortirait des élections, des choix des citoyens, mais qui serait très différent parce qu'ils vivraient toujours sous cette crainte du référendum. C'est-à-dire que les élus qui seront élus au Parlement devront avoir à composer avec la possibilité que les citoyens détricotent leurs décisions à chaque fois. Donc le changement, ce n'est pas le fait de dire les citoyens vont décider de tout le temps, on va faire des référendums sur tout. On fera des référendums quand on le souhaitera nécessaire. On aura un président qui jouera son rôle d'arbitrage, qui s'assurera que le Parlement est dans son rôle, qu'on arrête d'avoir un gouvernement qui traite les parlementaires comme des chambres d'enregistrement. Vous avez vu, c'est vraiment passe en force avec des procédures de 49.3, c'est-à-dire on engage la confiance du gouvernement, puis on force le passage de la loi. Aujourd'hui, on a un Parlement qui n'a plus du tout de rôle de contre-pouvoir. C'est assez. D'ailleurs, le taux de... Vous savez combien de parlementaires ont voté la prolongation de l'état d'urgence il y a à peu près un an? Voilà, c'est parce ils étaient 28%. Ils étaient 28%. Et effectivement, parce qu'ils ont
parce qu'en fait, ils savent qu'il n'y a pas de débat possible et que ça ne sert à rien de voter en tant que parlementaire. Mais en même temps, on vit, nous, citoyens, une culpabilisation très forte où on nous dit qu'il faut aller voter, allez, c'est un devoir civique, quand nos parlementaires ne votent plus et considèrent que, bon, sur ces sujets, de toute façon... Complètement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de candidats qui vont se présenter aux élections législatives, qui ont des propositions comme la proportionnelle, comme le changement des mandats. Mais vous savez, quand les citoyens ont le droit de modifier la Constitution, les premières mesures qui sont mises en place dans tous les pays qui l'ont eu, c'est des mesures pour limiter le pouvoir des élus. C'est-à-dire limitation des rémunérations, limitation des mandats, limitation aussi des prérogatives. Pourquoi ? Parce que, on l'a tous compris, c'est très rare que des candidats partisans disent « oui, je vote, mais je vais m'enlever du pouvoir ». En fait, ils le font généralement pas. Donc le fait d'avoir ce pouvoir-là, ça change aussi. Donc ça, c'est complètement révisable. À partir du moment où les citoyens peuvent changer la Constitution, ils peuvent changer tout ce qu'ils souhaitent. Il n'y a pas de limite. On a des exemples d'autres pays où vraiment le rythme change vraiment toute la donne. Ça dépend ce que vous entendez par toute la donne. Ce que ça change, c'est que les pays qui ont le RIC... Alors ça, il se trouve que c'est mon travail, en fait, de travailler sur comparer les régimes démocratiques et donner des bons points à certains et des mauvais points à d'autres. Ce qu'on sait, ce que ça produit, le RIC constituant, vraiment celui qui porte sur la Constitution, c'est que ça produit des élus avec moins de pouvoir. C'est-à-dire des élus avec... Notamment, c'est... Alors, vous avez détesté cet exemple, mais je prends quand même l'exemple de la Suisse. Personne ne connaît le président de la Confédération helvétique, aussi parce que les élus en Suisse ont moins de pouvoir, ils sont beaucoup plus discrets dans l'exercice de leur mandat. Donc on a des limitations de rémunération, des grosses politiques anticorruption, on a des politiques économiques avec un plus fort contrôle, vous savez, des grands projets d'infrastructures. Nos gouvernements adorent utiliser nos impôts et nos cotisations pour soit faire des cadeaux fiscaux à certaines entreprises, soit se lancer dans des grands projets dont parfois on se dit « Ouh là là, pourquoi construire un nouveau stade là alors que c'est des projets très coûteux ?» des grands projets et qui, souvent en tant que citoyen, on se dit mais en fait qui bénéficie de ça à part un petit groupe peut-être d'entrepreneurs qui va le construire et puis donc ça a des effets très forts sur ces limitations de grands projets là et ça a des effets très forts sur le fait que les politiques fiscales sont plus justes, c'est-à-dire les riches cotisent plus pour les plus pauvres. On a aussi des politiques internationales qui sont beaucoup moins agressives, beaucoup plus coopératives. C'est-à-dire quand les citoyens peuvent voter sur, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec l'Union européenne, on a des politiques qui sont plus consensuelles, moins agressives, aussi moins d'intervention, par exemple, militaire. On a des effets, donc les effets économiques sont forts, les effets sur les politiques environnementales sont fortes aussi. Sur, par exemple, la protection des zones naturelles, on a beaucoup d'effets sur ces politiques-là. Et les effets très très forts, c'est sur aussi les citoyens en tant que tels. C'est-à-dire, quand les gens peuvent voter et votent régulièrement, eh bien, on a des citoyens qui connaissent mieux comment leur système politique fonctionne, parce que aussi l'information est plus transparente. Parce que quand on doit convaincre les citoyens qu'une mesure est bonne, l'information est plus transparente. On a des citoyens qui sont plus satisfaits de leur système politique, c'est-à-dire qui trouvent que ça fonctionne pas mal, mais qui ont pas plus confiance en leurs élus, c'est-à-dire ils savent très bien que leurs élus peuvent essayer d'abuser de leur pouvoir. Et il y a même des études qui montrent que dans les pays où les citoyens votent, ont plus de droits politiques, le sentiment de bien-être déclaré est plus fort. Pourquoi ? Parce que quand vous contrôlez votre avenir, vous avez moins la sensation de subir aussi, et ça a un effet très fort en termes de bien-être. Là-dessus. Florent, tu veux... Oui, il y a, alors, le RIC constituant, il y en a 11 dans le monde, qui viennent de différents continents. Donc, franchement, c'est assez sympa de regarder sur quoi ils votent. On a l'Uruguay, en Amérique latine, qui l'a, la Suisse, le Liechtenstein, les îles Palau, enfin une série d'îles aussi en Océanie. Et je pourrais vous faire la liste complète, je ne l'ai pas tout de suite comme ça en tête. Et en tout cas, les pays où les citoyens
votent à chaque fois qu'il y a modification constitutionnelle, ce qui n'est pas notre cas. Il y en a 74, donc c'est encore plus. C'est-à-dire l'idée où vraiment les citoyens ont le dernier mot sur la Constitution, c'est plus. Bah, c'est logique. Ouais, c'est exactement logique. Et c'est ça l'idée. Ouais. Ouais. Et ça a des effets, et je vois, Florent, je te donne la parole dans 1 minute, ça a des effets aussi forts. Souvent, on voit les représentants, on pense à... Moi, j'aime bien parler des élus, c'est-à-dire les élus, et de l'autre côté, les représentants, parce que le fait d'avoir de contrôler son système politique, ça a aussi des effets sur le service public, en fait. Parce que les représentants, c'est pas que les élus, il y a aussi tous les fonctionnaires, en fait. Toutes les personnes qui sont dans la fonction publique exercent leur fonction au nom du plus grand nombre. Et or, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, nous, dans les rencontres qu'on a avec des gens qui travaillent aux caisses d'allocation familiale, ils ont vraiment une sensation qui sont... en fait, qui reçoivent des ordres qui sont de casser du droit, quoi. C'est-à-dire de rendre plus difficile la provision de services publics aux citoyens. Pourquoi ? Parce que nous, citoyens, on n'a aucun moyen de contrôler les règles de notre service public, de dire non, on veut du maintien de services publics en zone rurale. On veut contrôler, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé dans les débats sur l'hôpital public, mais on a eu quand même un conseil constitutionnel qui a été saisi sur le pass sanitaire. Le Conseil constitutionnel a dit, sauf 1 ou 2 articles, ça passe. On a eu un groupement de citoyens et avec des associations qui ont porté un projet qui visait à donner plus de ressources à l'hôpital public et qui se sont mis ensemble. Vous savez, on a une procédure très compliquée en France qui s'appelle le référendum d'initiative partagée, où un certain nombre de parlementaires, s'ils trouvent le soutien de 4 millions de citoyens, 4 millions, c'est énorme, alors ils peuvent soumettre un texte à l'examen de l'Assemblée, ce qui veut dire, l'examen, ça veut dire, oui, j'ai examiné, c'est joli, mais j'aime pas trop, donc merci. Et là, il y avait ce projet vraiment de doter plus de ressources à l'hôpital public, et le Conseil constitutionnel a dit, non, on retoque tout, parce qu'il y a 2 articles qui ne sont pas conformes. Donc ça vous montre un peu la différence de traitement entre quand le gouvernement prend une proposition et quand les citoyens, eux, font émerger par le bas une proposition qui nous concerne tous, qui est la question de l'hôpital public. Ben, il y a tout un parcours du combattant, il faut aller chercher les députés, il faut chercher 4 millions, et il y a un Conseil constitutionnel qui peut dire « Ah ben non, c'est non conforme ». Et au lieu, le Conseil constitutionnel aurait pu, comme pour le pass sanitaire, dire « S'il vous plaît, changez ces 2 articles ». Et on évaluera, mais non, ils ont dit, ah non, il faut tout revoir. Il y a 2 articles qui ne vont pas, mais là, la copie, il faut la revoir complètement. Donc ça montre bien qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Les citoyens, c'est vraiment difficile aujourd'hui, quoi, de vraiment peser sur ces... Ouais, l'hôpital Sino, c'est vrai. Florent, tu voulais dire un truc ? Rapidement, en fait, la question, c'est simplement, est-ce que ça ne va pas être compliqué, dans l'hypothèse où tu arrives au premier tour, par exemple, quand un candidat démocrate arrive au premier tour avec la communauté pluriconstituante, est-ce que ça ne va pas être compliqué de sortir des fameux 1% d'électeurs et ce fameux argument qui revient toujours à savoir, c'est diviser en fait, c'est diviser les voix et donc on fait le jeu des grands partis. Comment sortir de cette question qui va diviser encore et qui risque de pas... L'avantage, je pense, du projet d'Espoir X, c'est encore une fois, c'est que c'est un projet qui rassemble sur un petit dénominateur quand même, parce que pour moi, ça a l'effet. Ce qui divise les voix, c'est déjà tous ceux qui empêchent des candidats citoyens de se présenter, parce que l'idée quand même de dire ça divise les voix, il faut voter utile, c'est quand même problématique en tant que tel, mais c'est tous les candidats qui se présentent sans changer véritablement en fait la donne. C'est-à-dire on a des propositions qui donnent l'apparence d'être très différentes les unes des autres, mais en fait qui sont toutes dans le même paradigme. C'est-à-dire elles vous promettent des lendemains qui chantent, avec des propositions qui sont assez contradictoires et elles ne changent pas l'essentiel, qui est vraiment le rapport de force entre... Elles ne vous donnent pas les moyens de s'assurer que les promesses qui sont prises vont être vraiment respectées, et elles n'inversent pas cette balance-là. Donc je crois, moi, plutôt, ça rassemble les voix, notamment les voix... une des choses fortes où on voit que quand même... les gens, enfin, on ne se trompe pas, quoi. C'est les taux d'abstention extrêmement forts. Il faut se méfier quand on fait parler de l'abstention, parce que les gens s'abstiennent pour différentes raisons. Mais l'abstention, ce qui la nourrit, c'est aussi le fait que l'offre politique, elle est toute pareille, quoi.
Moi, je ne crois pas qu'Espoir divise les voix. Je crois juste qu'elle essaye elle prend au sérieux la demande de 75% des citoyens qui veulent un changement radical et qui, aucun autre parti aujourd'hui, et je vous assure que nous, c'est pas faute d'essayer, on les appelle, on leur envoie des mails, etc., ne souhaitent vraiment de cette mesure-là. Donc à un moment donné, pour moi, ça rassemble les voix de ceux qui subissent et qui veulent que les choses changent, plutôt que ça divise les quelques, en fait, ceux qui vont voter, mais qui votent sur des choses qui sont assez peu différentes les unes des autres, en fait. Aujourd'hui ? Oh, aujourd'hui, c'est le gouvernement avec le président, c'est la même couleur. En l'occurrence, si on parle du principe qu'ils ont été élus, donc à peu près démocratiquement... 13% du corps électoral. Mais ils représentent quoi, du coup ? Ils représentent quels intérêts ? Ils présentent les intérêts de ceux qui les ont élus. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé les derniers sondages, mais l'électorat de La République En Marche pense que le parti La République En Marche a bien fait son travail, ça n'a pas bougé. Leur soutien est toujours le même. C'est un bon socle, donc c'est un socle de personnes qui sont satisfaits de cet électorat-là. Et moi, je travaille dans l'enseignement supérieur à l'université. J'ai des collègues qui ont voté En Marche qui sont absolument ravis de la politique qui a été menée. Donc il y a des gens qui sont ravis. La question, c'est pas de dire à ces gens-là, vous êtes des grands méchants, c'est de dire, on ne peut pas être dans une logique où celui qui prend le pouvoir, il dit, je le prends, je l'exerce un maximum pour mon groupe, et je fais payer à tous les autres avec lesquels je ne suis pas d'accord. On ne peut pas vivre dans un système où c'est comme ça. Je gagne à plein, et j'impose aux autres mes décisions. Donc, oui, c'est ça en fait, c'est ce groupe-là. Et souvent on dit, oui, mais la finance dirige, l'Europe dirige, etc. Mais il faut bien revenir à la source. La finance a un impact. La finance qui a un impact, c'est la finance qui a accès aux responsables politiques. C'est ensemble en fait. C'est nos responsables politiques qui acceptent de faire ces politiques-là. L'Europe, c'est pareil. L'Europe, c'est vraiment ceux qui acceptent de faire cette politique européenne-là. Il faut pas se tromper de cause, en fait. Il faut vraiment regarder. La cause, c'est qu'on est dans un système oligarchique, c'est-à-dire le pouvoir d'un petit nombre. Et ce petit nombre-là, c'est celui qui gagne les élections, avec des majorités qui diminuent, parce que les taux d'abstention grossissent. Et souvent, moi, j'entends dire, abstenons-nous, on n'a qu'à s'abstenir en masse, comme ça enlève de la légitimité au système. Moi, franchement, alors peut-être que finalement je le ferai, mais je n'ai pas l'impression que La République En Marche et Emmanuel Macron gouvernent comme quelqu'un qui a 13% du soutien et ne se sent pas légitime dans ses choix. J'ai plutôt l'impression que ça va. La légitimité, c'est pas... Il y aura toujours quelqu'un d'élu. Hein. On n'est pas dans un système où le taux d'abstention va créer une invalidation de l'élection. C'est clair. Il est aussi légitime, en tout cas, quand vous dites qu'il y en a qui sont contents, comme des collègues de l'université de votre côté, mais aussi parce que, pour moi, dans la politique à l'heure actuelle, les médias, je reviens, je suis un peu ennuyante avec ça, mais le pouvoir de la télé, le pouvoir des médias, quand on regarde là, quand il a pris la... Oui, mais du coup, quand il a pris la parole, c'était assez fou, comme depuis cette crise où il nous parle à nous, tous enfants, derrière son poste, parce que par contre, j'ai écouté tous ces discours, quand même, à un moment donné, pour pouvoir parler, critiquer, il faut savoir de quoi on parle, je pense. Et dans son dernier discours, c'était quand même assez magique. L'école était contente, l'hôpital était content, et le peuple était content, tout le monde était content, et c'était... Non mais c'est vrai. Et il y a ce côté où, c'est vrai que moi je me suis retrouvée avec des collègues de l'éducation nationale aussi, à me dire, non mais tu as entendu ce qu'il a fait pour l'hôpital? Mais exactement, il est à 17 000 et quelques fermetures de lits, il est depuis cette crise, on continue, on ne va pas si loin, on va à Saint-Vallier. C'est un service, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans la boucle des militants de des militants, non pardon, des employés, des gens de ces métiers qui te font tourner la réponse de leur employeur, du directeur de l'hôpital. Enfin voilà, c'est juste que c'est de nouveau les médias sont un vecteur, ils accompagnent cette politique mise en place et de manière assez... Voilà, si on a envie de se vouer qu'au sein médiatique, effectivement, Emmanuel Macron m'en signe demain. Ouais, après, je pense qu'il ne faut pas
Alors, je suis d'accord hein, sur ce que vous dites, notamment sur les discours. Je trouve que ça reflète aussi le côté très sûr, quoi. En fait, il n'y a pas de question de légitimité démocratique. Après, il y a quand même, sur la question des médias, déjà, il y a quand même une perte de confiance dans les médias qui est marquée. C'est-à-dire 12%, c'est pas beaucoup, hein, 12% des gens qui disent faire confiance aux médias pour s'informer. Il y a d'autres modalités d'information. J'aime bien comparer à ce qui avait été le cas en Italie, sous Berlusconi, qui avait aussi contrôlé beaucoup de médias, où on a vu une explosion de médias alternatifs. Voilà, on a quand même on a les moyens aujourd'hui d'avoir d'autres informations. Et je pense qu'il y a... Je sais pas, là-dessus, je trouve qu'à chaque fois, en tout cas sur des référendums, à chaque fois que les médias ont massivement dit qu'il fallait voter d'un côté, le résultat du vote a été en contradiction avec ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression on le sent plus qu'il y a un problème dans l'offre médiatique, parce que justement, on fait moins confiance. Je sais, il y a quelques années, on se disait, bon, il y a pas... Aujourd'hui, le fait qu'on soit très, très nombreux à se dire, il y a un problème, et même de personnes qui ne sont pas politisées du tout, hein, mais qui disent, non, il y a un problème quand même là. Il y a un problème sur le traitement. Moi-même, pendant les Gilets jaunes, quand j'ai vu le traitement du RIC, comment ça avait été traité médiatiquement, j'ai dit, là, il y a un gros, gros problème, quoi. Il y a vraiment, on a fait un travail déjà, la qualité de l'information n'est pas bonne, et en plus, il y a vraiment un travail qui est mal fait, quoi, le niveau de base de l'information. Et ça, je crois qu'on est quand même nombreux à se rendre compte qu'il y a un décalage fort sur ces questions-là. Donc, je ferai attention à ça, mais je suis d'accord que c'est un élément important, et c'est aussi pour ça que c'est important. Avoir le contrôle des règles du jeu politique, ça permet aussi de mettre en place des réformes sur le fonctionnement des médias et sur le financement des médias qui émergeraient par le bas, quoi. Parce qu'on a des propositions aujourd'hui, beaucoup. C'est ça, mais moi, c'est juste ce qui me questionne aussi, c'est on parle de pourcentage, pourtant on va jamais poser de questions. Enfin, il y a un côté, c'est toujours facile de dire il y a 12% qui... Enfin, il y a un côté où... Mais justement, si on vous avait posé la question, ce serait peut-être 6. C'est des échantillons. Enfin, Enfin, je sais pas, moi Mais est-ce que le média, justement, c'est pas la base de tout, et pas la finance? Non, moi je pense que c'est... C'est pas la finance, parce que le grand média aujourd'hui est géré par la grande finance. Déjà, le mal est là. Oui, mais parce qu'on n'a pas de régulation politique sur la propriété des grands médias par des groupes financiers, des groupes d'armement. Donc on peut retrouver la cause, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir politique qui accepte ça, que ça ne dérange pas trop, quoi. Et je vois Raoul qui me dit... Donc il faut présenter l'équipe. Oula. Quand tu arrives comme ça, tu m'inquiètes. Voilà, on va passer à la suite parce qu'on profite de la télé pendant pas longtemps, et la suite, c'est une présentation de l'équipe et comment on fonctionne pour vous, mais aussi pour la télé. Donc, par contre, pour les débats avec Clara, on va rester encore ensemble, donc ça va être encore plus sympa, Et donc, bon, vous pouvez aussi poser des questions. Et donc, j'invite, on est tous ensemble, Florent, Étienne, Fifi, Denis, pour parler du fonctionnement. En fait, je vais pas refaire un constat. Si vous voulez que je refasse un Non, tu l'as déjà fait. Ah, ok, on va s'asseoir. Voilà. C'est bien d'avoir. Voilà. Denis, tu viens avec nous? Il faut que... Ici, il faut que... Vous nous voyez tous? Voilà. Voilà, merci. C'est juste pour vous expliquer concrètement comment on s'organise et comment on fonctionne. Parce que si vous vouliez déjà participer, et aussi ceux qui nous regarderont par vidéo, et notamment aussi les gens qui font du journalisme aussi, qui derrière le journaliste, il y a des humains, et vous pourriez donc vous investir avec nous. Il faut savoir qu'un mouvement comme le nôtre, il ne faut pas se tromper, c'est pas, on imagine toujours, ça va marcher s'il y a des millions et des millions alors qu'on est que 3 chats. C'est pas comme ça. Ça fonctionne comme ça, un mouvement politique, ça marche s'il y a 500 personnes extrêmement couillues,
pardon, couillu dans le sens, voilà, actif, volontaire, avec des idées. Il n'y a pas de compétences spécifiques à avoir. Il ne faut pas être timide, il faut avoir du temps et surtout de la régularité. Aujourd'hui, ces genres de personnes, on n'en a pas du tout 500, on en a environ 20, dont nous qui sommes là. Mais avec 500, on passe un premier tour de la présidentielle, on a des députés. Les partis, ils ne font pas avec plus. Hein. On est sur des montants, comme expliquait Clara tout à l'heure, il y a plus de militants. On est sur des montants très petits, mais avec des personnes qui sont très, très motivées. Donc ça, c'est un premier élément. Je voulais dire, aujourd'hui, la démocratie ne se gagne pas à la majorité, il se gagne avec des minorités actives, et ce qu'on essaye de faire maintenant. Alors, on s'organise, nous on est organisé, alors moi je coordonne un peu tout ça, la campagne, et on se présente, là? Non. Ouais, à la base tu présentes le pôle, je pense, c'est mieux. Voilà, et c'est un mouvement qui est organisé de façon décentralisée, c'est-à-dire on a plusieurs pôles qui fonctionnent assez indépendamment, avec des coordinateurs et à l'intérieur des gens qui sont réellement des entrepreneurs. C'est-à-dire ils prennent des initiatives, ils rapportent au coordinateur qui lui file l'information et ensuite ils remontent l'information en haut. Donc ici il y a 4 pôles qui sont représentés. Donc on peut commencer avec le pôle où on a le plus de monde pour l'instant, c'est le pôle parrainage. Denis? Ah ben je commence alors. Okay. Oui, donc dans le pôle parrainage, on est à peu près une centaine, vous l'avez compris, pour promouvoir le RIC constituant en France. Eh bien, l'élection présidentielle nous semble être le seul moment où on peut frapper fort. Et pour accéder aux médias et au premier tour, il nous faut les fameuses 500 signatures d'élus, principalement des maires. Donc on a récolté toutes les adresses postales et adresses mail des maires. On accueille donc régulièrement des nouveaux militants qui sont partants pour nous aider. Donc le principal de la tâche, c'est effectivement de se former un petit peu sur ce qu'est le RIC constituant, les données internationales comme l'a présenté Clara, et aussi de prendre le téléphone ou d'aller voir les maires proches de sa commune et essayer de décrocher des rendez-vous et parler du RIC constituant, les avantages que ça pourrait avoir pour les maires et les citoyens. Si parmi ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, il y en a qui veulent nous rejoindre, ce serait vraiment avec grand plaisir qu'on les accueillerait. On fait des réunions régulières toutes les semaines pour accueillir ces nouveaux militants. On les forme, entre guillemets, avec différentes documentations. On se réunit régulièrement pour parler de nos retours d'expérience vis-à-vis de ces rendez-vous. Si vous avez 1 heure ou 2 heures par semaine de disponible, rejoignez-nous. Vous pouvez participer à cette récolte de parrainage de différentes façons. Vous pouvez même simplement écrire aux maires, appeler les maires pour décrocher des rendez-vous pour des personnes qui sont un peu plus expérimentées. Enfin, il y a tout à fait matière à faire pour nous aider. Donc voilà, rejoignez-nous. Ce projet, il appartient à tous ceux à qui il parle. Voilà. Merci. Oui, il faut dire que pour l'instant, l'équipe des parrainages est la plus grosse. Nous avons 115 personnes qui appellent les maires. Donc vous faites, bien sûr... Tout à l'heure, quand je disais 20, c'était vraiment les actifs à fond. Hein. Sinon, on a bien plus, mais c'est 1 ou 2 heures. Donc si vous avez peu de temps, si vous ne voulez pas être dans les 20 personnes, 500 personnes extrêmement actives, il suffit effectivement 2 heures par semaine pour recueillir potentiellement un parrainage et un parrainage chacun. Il ne faut pas oublier, peut-être qu'il n'a pas dit, qu'en France, il y a plus de 20 000 communes de moins de 500 habitants. Donc ça veut dire avec des maires qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui ne sont pas affiliés à des partis politiques et qu'il faut aller chercher parce que normalement, ils s'abstiennent. Avant que ce soit interdit. C'est en discussion, mais bon, on peut... disons que le taux d'abstention des maires, c'est-à-dire les maires qui ne parrainent pas, c'est de 75%, donc beaucoup plus élevé que le taux d'abstention des citoyens. Et ça, il faut essayer de les motiver, de leur faire comprendre
que c'est un devoir civique que de parrainer, pas forcément nous, mais en général. Nous avons un deuxième pôle qui est la pôle com. Je pense que je peux même présenter le partenariat, parce qu'au final, à part tu veux le faire. Non, vas-y. Ok, donc en fait, en plus du pôle parrainage, on a de nombreuses activités qu'on a répertoriées dans le pôle en premier communication. Donc ça, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a comme activité principale qui peut vous être attribuée, hein, le soir, n'importe quand, relayée sur les réseaux sociaux. La visibilité d'Esporic, hein, vous vous doutez, parce qu'on ne passe pas à la télé, c'est donc le maximum sur Internet, et des fois ici, hein, en physique. Donc si parmi vous, vous avez des comptes, n'importe quoi, ce qui marche bien, c'est les TikTok, les Twitter, tout ça, ça marche bien. Donc nous, on crée des visuels, on crée des publications, on met du texte, et après, il faut partager, il faut liker, il faut des fois proposer des choses. Ça, c'est évident, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et après, ça peut aller plus loin. Donc si vous avez des compétences ou du temps, ça peut être créer des visuels avec la coordinatrice qui est vraiment engagée et qui a beaucoup d'idées, aider à faire des montages vidéo, proposer des idées de vidéo, organiser des interviews pour Clara, enfin, après toute la partie matérielle qui vient derrière. Donc il y a une multitude d'activités, un peu comme le pôle partenariat, en fonction de vos temps libres ou de vos compétences. Et en complémentarité de ce pôle-là, puisque je fais un peu une transition, c'est le pôle partenariat. En fait, on ne peut pas être isolé, comme a dit Clara, il faut vraiment qu'on essaye de s'unir. Il y a énormément de collectifs qui s'engagent dans le RIC, et du coup, il faudrait qu'on se mette d'accord avec eux, comment on peut mutualiser les énergies. Donc ça, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça avec une équipe, là encore. Et le but, c'est de trouver si c'est une association, est-ce que sa cause, par exemple l'environnementale ou associative, qu'elle veut aider les personnes à moindre revenu à avoir une alimentation saine, n'importe quoi, est-ce qu'avec le RIC, elle aurait plus de moyens, elle arriverait à améliorer sa visibilité ou à avoir plus de militants, de bénévoles, voilà, de moyens. Donc normalement, le RIC les aide. Et ces associations viennent un peu naturellement vers nous, mais il faut prendre le temps de savoir, ben moi je connais quelqu'un qui est dans une association, tu devrais aller voir Esporic parce qu'ils veulent améliorer la situation et tu en bénéficierais. Et normalement, c'est dans l'intérêt général, le RIC. Donc quasiment toutes les associations, après ça marche aussi pour des partis politiques, on essaie de rencontrer d'autres partis qui n'ont pas de visibilité non plus, enfin moins en tout cas, qui ne sont pas mainstream, et il y a toujours des dénominateurs communs. Donc normalement le pôle partenariat, c'est quelque chose qui peut avoir des débouchés importants. Donc ça c'est pareil, si vous avez du temps, soit vous proposez, soit vous dites à votre entourage, ben voilà, contacte Esporic parce que tu es engagé dans telle cause. Ça peut être juste des collectifs de profs ou de parents, comment on appelle ça, ceux qui sont engagés dans les écoles, là, les profs, parents d'élèves. Là. Les parents d'élèves, ils sont souvent abasourdis par les décisions qui sont prises dans leur lycée. Bon, ben voilà, peut-être que s'il y avait un pouvoir local, ils auraient un peu plus de poids dans ces décisions, quoi. À souligner quand même qu'on est, de ce point de vue, assez mauvais en lien avec les associations de la société civile. Donc s'il y a une âme talentueuse qui va nous transformer en bons, ce serait excellent. Étienne, viens compléter sur... je voulais juste rajouter sur l'équipe média aussi qu'on a. L'équipe média, ça consiste à contacter les médias, essayer de les intéresser sur ce qu'on propose, ce qui pourrait être éventuellement fait avec le projet de Clara, avec le référendum d'initiative citoyenne. Et donc, pareil, on commence à être une dizaine, mais on a besoin de beaucoup plus de monde et puis de gens expérimentés. On a un journaliste qui vient de nous rejoindre, donc ça c'est super, mais on a besoin de toutes les bonnes volontés. Sachant qu'on a une directrice de la com, une coordinatrice, on va dire, qui est exceptionnelle et qui devait être avec nous ce soir, Claire, mais qui est venue nous voir et en venant nous voir, elle s'est cassée la main parce que chez nous c'est dangereux, donc elle a dû abandonner. Fifi va nous présenter les pôles sur les actions sur le terrain. Voilà, donc Philippe, moi au départ j'étais juste Gilets jaunes à Millau, donc j'ai rejoint Esporic au mois d'août, donc c'est assez récent. Moi je voulais dire, c'est parce que c'est difficile, voire impossible, que j'ai rejoint Esporic. Je pense que même si ce que nous faisons paraît impossible, c'est ça qui m'a attiré vers là. Parce que si c'était facile, on serait très nombreux, et là je ne trouverais aucun intérêt. Effectivement, Esporic, c'est un projet généreux, qui change, on change tout à fait de logiciel, et c'est ça qui m'a intéressé. Au départ, c'est par les vidéos d'Étienne Chouard, mais après j'ai appris qu'au départ, il y avait Yvan Bachot, Léo Giraud, tous ces gens-là.
Donc c'est pour ça, donc je pense que là, avec Clara Heger, Raoul Magny-Berton et tous les gens qui sont autour de moi, ils sont dans la continuité. Et je pense qu'une idée juste, c'est une idée qui, tôt ou tard, doit triompher. Alors, peu importe qu'on soit nombreux ou pas nombreux, si on est une minorité de qualité, c'est ça qui est important. Je crois que c'est Étienne Chouard qui avait dit, sur 10 personnes réunies dans une assemblée, ou une centaine, on va dire une centaine, il n'y en a toujours que 10% qui travaillent vraiment. Donc voilà, il faut l'accepter. C'est un peu comme la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Les vrais résistants étaient très peu nombreux. Et à la Libération, ils étaient tous résistants. Donc je pense qu'on est dans ce cas-là. On est un véritable commando, en quelque sorte, mais dans le bon sens du terme, hein, parce qu'on est bienveillant. Voilà. Alors moi, je fais à la fois sur le pôle parrainage, on a commencé, on est une petite équipe de 4 personnes sur l'Aveyron. Donc on cherche des maires dans notre environnement de l'Aveyron. Donc on en rencontre certains, donc on va continuer, on fait des campagnes de mailing, on fait du porte-à-porte, donc c'est très difficile, mais ça ne va pas nous décourager. En parallèle de ça, moi j'ai commencé, donc c'est le pôle mobilisation, ouais. J'ai commencé à établir un stand, par exemple sur Montpellier, donc on met un stand... il suffit d'avoir c'est de l'huile de coude, hein. Vous faites des banderoles, vous peignez, voilà, j'en ai fait plusieurs comme ça. Je fais à la fois la promotion de Espoiric 2022 avec Clara Heger, mais également le mouvement constituant populaire, Opération RIC, parce que je pense que tous ces collectifs vont dans le même sens. J'ai été agréablement surpris parce que si on présente bien son stand, il suffit de quelques tables de camping, des tabourets, etc. Les gens viennent vers vous. C'est-à-dire que si votre message est clair, vous mettez en avant le RIC constituant, vous n'avez même pas besoin de rameuter les gens, ils viennent vers vous, ils disent qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est le RIC, moi je connaissais que Mélenchon, qu'est-ce que c'est, bon, alors là, à ce moment-là, on peut rentrer en conversation. On leur donne des cartes de visite de Clara, on leur donne voilà, toutes sortes de documents qu'on peut trouver dans les documents de campagne du site Espoiric. Et ben, le message passe très bien. Donc c'est assez facile, il faut très peu de moyens, il faut simplement se déplacer. On peut utiliser toutes sortes d'événements, les samedis, les manifestations anti-pass, mais on peut également envisager durant les marchés, etc. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez facile, et même c'est gratifiant parce que même si on n'a pas tout de suite, peut-être que la plupart des gens ne vont pas venir vers Espoiric, mais déjà on fait des rencontres, c'est très intéressant. Moi, en tout cas, je trouve ça passionnant. Et je pense que moi, ça va finir par payer. Après, il ne faut pas se fixer un objectif, on verra bien, quoi. Mais voilà, on crée des relations avec les gens. Et voilà. Et ensuite, ce que je voulais dire, peut-être, je pense que l'aspect culturel est très fort. J'ai eu la chance, le 20 novembre, de croiser Ingrid Courrèges. Mais bon, il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres. Et je pense que si on pouvait ramener vers nous des gens de la culture qui chantent, qui font de la musique, je pense que ça pourrait apporter un plus. Voilà. Donc j'y pense de plus en plus, j'ai essayé de la contacter, bon, je vais recommencer. Et je pense que l'aspect culturel, c'est très fédérateur. On dit que ce sont des noms essentiels, moi je pense que c'est très essentiel. Et ça attire beaucoup les gens. Après, on peut toujours faire passer un message politique par-dessus. Voilà, donc je veux dire, c'est assez facile. Au début, il suffit de faire le premier pas. Donc je suis voilà, avec Paul ici présente, Jean qui nous a accompagnés, on est voilà. Mais il suffit de 3 ou 4 personnes, on va à Montpellier, on compte aller à Toulouse ou à Marseille, et voilà, et on prend beaucoup de plaisir. Moi je pense, prenez du plaisir à ce que vous faites. C'est déjà quelque chose qu'ils ne pourront pas nous reprendre, et puis on verra bien les résultats. En tout cas, on fait quelque chose qui est juste. Voilà, il faut avoir un petit peu de culot, bon, il faut s'adresser au public, mais tout en gardant sa bienveillance et sa gentillesse. Et voilà, donc moi je suis en accord avec moi-même, qu'on soit 10, qu'on soit 100, qu'on soit 1000, je ne regrette pas le nombre. Ce qui compte, c'est la justesse du combat et l'originalité aussi, parce que ça fait quand même 230 ans qu'on attend, depuis l'an 1 de la Révolution, depuis Robespierre, voilà. Et voilà, on a été volé de notre révolution. Quand j'entends M. Mélenchon qui dit qu'en 1789, la révolution a été faite par le peuple, c'est pas vrai. C'est la très haute bourgeoisie qui l'a faite. Donc regardez d'où on vient, et vous comprendrez mieux dans quelle direction on cherche à nous entraîner. Donc à nous de corriger le tir. Et encore une fois, c'est assez facile. Et puis moi, j'aime ça. Voilà. Donc, et je ne suis pas du tout un professionnel de la politique. Merci beaucoup. Donc, juste la méthode, c'est si quelqu'un est intéressé à participer, que ce soit là à la télé ou ici, il faut nous écrire un email ou un texto, tout ça est sur le site, ou alors
venir dans nos rencontres en ligne du mardi soir à 8h30, tous les mardis soirs. Il y a un lien, il suffit de cliquer dessus et il y aura une belle télé avec les nouvelles personnes qui viennent. À chaque semaine, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a 4 ou 5 depuis avril. Donc ça finit par faire beaucoup à la suite. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ce soit par email, par téléphone, par rencontre, vous allez dire qu'est-ce qui vous intéresse de faire. Et donc à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit vous êtes orienté vers les personnes qui sont ici ou qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais qui s'occupent du sujet, qui vont vous accueillir. Si vous avez besoin de vous former, qui vont aussi vous donner le matériel suffisant pour mieux travailler et que vous, de votre côté, vous faites ce que vous savez faire de mieux ou ce que vous avez envie de faire et vous faites remonter l'information qu'on garde soigneusement dans des beaux fichiers. Une autre possibilité, c'est que vous ayez envie de faire quelque chose que nous, on ne sait pas encore faire. Alors, là, c'est encore mieux. Par exemple, justement, le contact avec les stars de la chanson et du cinéma, voilà une bonne idée. Des bonnes sponsorisations, nous n'en avons pas. Il faut dire que c'est beaucoup plus difficile de trouver des artistes et acteurs démocrates que d'artistes et acteurs écolos, par exemple. Mais on peut quand même en trouver des fois dans des sombres interviews et donc les contacter immédiatement. Donc ça, c'est un pôle qui nous manque, comme aussi d'autres pôles. Donc c'est vraiment ouvert à l'initiative de chacun qui veut créer un pôle sur une idée. On va essayer de mettre à disposition un maximum de choses. Aujourd'hui, quelqu'un nous a contacté pour lancer une idée de sondage ou une idée de festival. On donne toute l'assistance possible pour que ces idées puissent devenir réalité. Voilà. Ça, c'est l'organisation très concrète. Donc maintenant, s'il y a des questions pour les personnes qui ont présenté leur groupe, c'est des questions moins sur les idées, les grandes idées, c'est juste sur l'organisation. Mais j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question justement de dire mais vous êtes 3 chats, comment vous faites pour avancer? Et bien la réponse est les autres aussi ils sont 3 chats. C'est juste qu'ils sont bien organisés. Donc nous on va au fur et à mesure s'organiser et vous verrez que 3 chats c'est suffisant. Donc si vous êtes un chat de plus c'est encore mieux. Voilà. On prend toute question éventuelle. Et si on n'a pas, on réinvite Clara pour faire une conclusion. Oui. Moi, j'avais une question au niveau micro, parce que du coup, les élections présidentielles, forcément, c'est macro. Ouais. Mais à notre échelle, avec les gens qu'on fréquente, etc., est-ce qu'il y a des outils démocrates, on va dire, pas politiques du coup, mais démocrates civils, qui peuvent véhiculer cet engouement-là et donc des méthodes, hein, vraiment. Et avec nommer des méthodes, etc. Et peut-être aussi certains mots-clés que vous aimeriez voir être plus véhiculés, des mots qui pourraient faire cet engouement-là, quoi. S'ils étaient plus entendus, redits, etc. Des mots-clés, des méthodes. Ouais, alors moi, il y a une playlist de vidéos que j'aime bien partager autour de moi, qui présente Clara, mais pas que, en fait, qui présente comment fonctionne la démocratie directe en Suisse. Et il y a eu des super reportages de fait je crois que c'était Un œil sur la planète, qui avait fait un super reportage à l'époque sur comment ça fonctionne. Il y a eu d'autres reportages de TV5 Monde et qui expliquent vraiment bien comment ça fonctionne. Et donc je te les partagerai avec grand plaisir si tu veux. Au niveau des mots-clés, c'est souveraineté populaire, contrôle du pouvoir, contrôle des élus, enfin, c'est toutes ces choses qui reviennent sans cesse dans les débats familiaux et qui sont juste là pour faire râler les gens et qui ne sont pas proactifs, quoi. Donc il faut qu'on arrête de râler et qu'on se donne, qu'on cherche la cause et qu'on trouve le moyen de faire en sorte que cette cause puisse avancer, quoi. Quelques autres mots-clés avant de laisser à Clara. Naturellement, reconstituant, ça c'est devenu une petite marque. Démocratie directe, ça c'est important parce que dans le monde, là pour nous c'est un peu abstrait, mais dans le monde, Clara disait, il y a 11 pays qui ont des RIC constituants, mais il y a 40 ans, il y en avait 3. Et des RIC se multiplient partout chez nos voisins.
Les Gilets jaunes n'ont pas obtenu, mais au Taïwan, le mouvement des tournesols a occupé le Parlement et a obtenu le RIC grâce à ça. Donc en fait, il faut voir que le mouvement de démocratisation des démocraties représentatives, c'est quelque chose de mondial et qui existe. Et le mot pour ça, c'est la démocratie directe, qui est demandée un peu partout. Donc ça, c'est important aussi comme à garder en tête. Non, je voulais peut-être là-dessus, je ne sais pas qui a posé la question, j'étais assise. Moi, je trouve que ça aide toujours de partir de... En fait, tout le monde a des idées sur qu'est-ce qu'ils aimeraient changer. Donc, partir d'une idée très concrète, de quelque chose qui tient à cœur à quelqu'un, et de le dire, bah, tu vois, dans certains pays, les gens votent directement là-dessus, parce qu'il y a fort à parier qu'un intérêt, il a déjà été le sujet d'une votation ailleurs. C'est-à-dire, comme Raoul disait, 11 pays ont le RIC constituant. En fait, il y en a 36 qui l'ont dans d'autres formes. Donc, voilà, il y a fort à parier qu'il y a eu des votes déjà sur cette question et qu'on puisse rebondir dessus pour dire, tu vois, c'est très concret, c'est possible et ça change vraiment la donne. Oui. Nous sommes un petit groupe à Millau et nous avions l'intention de faire des podcasts. Ah, c'est pas des podcasts parce que nous connaissons quelqu'un qui peut nous on va dire quoi, prendre en charge au niveau des podcasts. Voilà. Et donc nous sommes, il y a Philippe, il y a Jean, il y a Claude, il y a moi. Voilà. Donc nous aimerions voilà, expliquer la Constitution, pardon. La Constitution, ben, voilà, le groupe Espoir RIC. Alors on l'envisage très sérieusement. Nous, on va pouvoir les diffuser aussi, hein, avec tous mes réseaux, avec plaisir. Une émission par article, par exemple. Une émission 15 minutes sur l'article 3, ouais. Avec les modifications qu'on pourrait y apporter. Exactement. Voilà, c'est ce type d'initiatives qui sont bonnes. Après, considérez aussi que ça, il y a vraiment deux aspects qui sont différents. Une, c'est entretenir le discours, ce qui est très important, et l'autre, être vraiment dans le concret de ce que ça veut dire jouer une élection. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus dans l'optique de faire passer l'idée. Donc c'est un objectif de long terme, mais qui est extrêmement important. On a besoin des deux. Très bien. Excusez-moi. Concernant les parrainages, en fait c'est un peu un naguère, c'est ça, sans sélection. Comment on fait pour vaincre un maire de se mettre une contrainte au-dessus de la tête? Qu'est-ce qu'on utilise comme biais? En fait, on ne cherche pas à leur mettre de contrainte au maire. Concrètement, la contrainte, ils l'ont... On parle du contrôle, on parle de la possibilité de pouvoir justement agir si jamais ils font n'importe quoi. C'est ce qu'on leur demande de signer pour ça. Oui, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de pouvoir d'action, les maires, pour la grande réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un budget, il est déjà mangé. Ils ont très peu de marge de manœuvre. J'ai rencontré un maire qui m'a dit moi, je suis obligé de remplacer un départ en retraite par un contrat aidé pour récupérer un tout petit peu de marge de manœuvre dans mon budget et essayer de faire venir un boulanger dans ma commune, essayer de faire venir un médecin dans ma commune. Ils n'ont plus de marge de manœuvre aujourd'hui. Ils perdent des compétences de jour en jour qui sont transférées aux communautés de communes et les dotations diminuent d'année en année. Je ne sais plus c'est quoi le montant, mais en 10 ans, c'est des milliards et des milliards de dotations qu'ils perdent. Donc en réalité, ils ont très très peu de pouvoir pour agir pour leur commune aujourd'hui. Et donc pour eux, le bénéfice est nettement plus supérieur d'avoir le RIC. Une nouvelle possibilité de pouvoir faire changer quelque chose. Voilà. Ça pourrait être un avantage. Moi, je peux dire peut-être là-dessus un truc. Ça dépend quel maire. C'est-à-dire qu'il y a des maires... en fait, les maires, c'est les plus citoyens des élus. Quand on parle de petites communes, en fait, souvent, c'est des gens... Ils l'ont fait parce que ils l'ont fait, quoi. Il fallait un maire. Il y a eu des vagues de démissions. Je ne sais pas si vous avez suivi les vagues de démissions en masse des maires, notamment de petites communes rurales, qui disent on n'en peut plus. En fait, vous êtes là, on est entre le marteau et l'enclume finalement, parce que on a très peu de pouvoir, les services publics disparaissent, mais par contre, c'est nous qui devons expliquer aux citoyens qu'il y aura plus, la poste va fermer, l'école va fermer.
et c'est plus tenable. Donc souvent, pour les maires, il y a beaucoup de maires qui partagent le constat de subir, qui disent en fait j'aimerais bien avec les citoyens de ma commune avoir un outil pour faire en sorte que la réalité des territoires, notamment ruraux, elle soit entendue dans ce pays. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, les décisions qui sont prises, les partis politiques, c'est très rarement des gens qui ont fait, ils ont fait des écoles d'élite, ils ont grandi dans des grandes villes. Donc il y a toute une réalité. Les élus locaux, eux, ils disent on voudrait avoir plus d'impact et ils voient plutôt les citoyens comme des appuis, surtout dans les petites communes. Après, bien sûr, quand on rentre dans des grosses communes où on a des élus qui sont souvent députés aussi par ailleurs, là c'est plus difficile, mais c'est pas forcément le cœur de cible. En tout cas, les petits. Et si vous avez envie de vous lancer, sur le site d'Espoiric, il y a vraiment, on a préparé, l'équipe parrainage a préparé un petit kit pour approcher le maire, pour voir un peu. Et la meilleure façon, c'est d'abord de le laisser parler, d'abord le laisser dire ce qu'il expérimente au quotidien, son constat, qu'est-ce qui est difficile, là, et après de rebondir là-dessus pour dire voilà, on pourrait avoir quelque chose de différent. Et il ne faut pas hésiter vraiment. Maintenant, nous, on est entré un peu en phase 2. Il faut les culpabiliser. Il faut leur rappeler que quand même, ils ont le parrainage, c'est pas quelque chose qui c'est leur goût et puis ils le font s'ils ont envie de le faire. C'est un devoir qu'ils ont. Donc il faut les pousser aussi et la pression comme ça par le bas, en général, elle peut marcher quoi. Dire vous pouvez pas parrainer personne, c'est quoi ça ça a un impact si vous parrainez personne. Mais surtout, ce qu'elle disait Clara, constat d'abord, solution ensuite. Parce que si vous commencez avec le rite constituant, presque tous ils s'enfuient en courant. Il faut commencer sur le constat et puis après avec le rite constituant, ça passe très bien. Ah, d'ailleurs, là-dessus, je vous raconte quand même une anecdote, parce que c'était drôle. Je crois que j'ai eu au téléphone 3 maires qui m'ont dit « Je vous prends au téléphone, mais c'est par gentillesse, parce que le rite constituant, je déteste. Vraiment, mais bon, allez-y, expliquez-moi. » Et après 45 minutes de discussion, ils disent « Ah ouais, je vais réfléchir. » Et derrière, ils nous donnent un parrainage où ils demandent à être. Donc, souvent, ils ne savent pas aussi ce que c'est. Donc, en discutant, souvent, pour eux, ils ont suivi. Il y a plein de gens qui ont suivi le truc, mais de loin, ils ont l'impression, où il y a toujours le truc, ah ouais, alors bravo, vous allez nous faire voter tout le temps. C'est ça l'idée, le projet. Ils ont des idées souvent un peu simplistes. Et en discutant, ils se rendent compte, ils disent, j'en ai même un qui m'a dit, vous l'avez pensé le truc quand même. Bah oui, un petit peu. et parfois, dans la discussion, il y a aussi des malentendus qui sautent, quoi. Voilà. Sinon, pour raconter une autre anecdote, un maire m'a appelé un matin. Il était tellement désagréable que je l'ai traité de con. Ça, il ne faut pas faire, par exemple. Ça, j'ai appris avec le temps à être gentil, parce que des fois, on a très envie, mais il faut aussi être quand même en train de vendre quelque chose. Hein. Comme Denis fait de la communication non violente. Voilà, Denis m'a prêté un livre de communication non violente. Ok. Je disais, c'est l'heure. Merci à tous d'être venus. Et voilà. Engagez-vous, engagez-vous.